deux personnes, mais on va commencer tranquillement. Là. En fait, je voulais juste présenter un petit peu en rester pour l'avenir. Tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on a notre premier atelier de discussion dans le cadre d'en rester pour l'avenir, qui s'intitule Par-delà les techniques, comprendre les perceptions sociales du génie végétal. Donc, ça devrait être super intéressant, là. On a bien hâte de voir. Je me présente, moi, c'est Jérémy Martel, je suis chargé de projet pour la Société québécoise de phytotechnologie. Dans le cadre du projet Enraciner pour l'avenir, là, qu'on a commencé l'année dernière, Enraciner pour l'avenir, c'est un projet super intéressant en génie végétal. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir l'adoption des technologies en général, puis de renforcer le recours là, aux pratiques de génie végétal et d'accroître le nombre d'âges au Québec. Il y a plusieurs volets au projet. Il y en a certains d'entre vous que j'ai déjà vus, là, avec qui je communique d'ailleurs par courriel. Euh, il y a un volet de communauté de pratique, donc dans lequel on vise vraiment le partage des connaissances, le transfert des connaissances, puis mettre les gens en lien. Euh, Si vous n'en faites pas déjà partie, je vous recommande vraiment de vous y inscrire. En fait, ça vous donne accès à notre infolettre, ça vous donne accès à une liste de participants aussi avec qui vous pouvez communiquer. Puis on a c'est ça, plusieurs événements là, qui vont être transmis via le communauté de pratique. On a aussi un volet de transfert de connaissances en général, dont fait partie l'atelier d'aujourd'hui, sans compter là, plusieurs événements qui arrivent. Euh, on a aussi un projet d'accompagnement des municipalités. Encore une fois, il y a certaines personnes que j'ai vues dans la liste avec qui je communique par rapport à ça. L'accompagnement des municipalités, ça va être super intéressant si l'objectif, c'est d'aider les municipalités à coordonner leurs projets, à passer de l'idéation d'un projet de génie végétal à la réalisation. Donc, on fait juste les accompagner principalement en termes de banque d'heures, pallier ça euh, au mystère, je dirais, par rapport au génie végétal. Euh, le projet Raciner pour l'avenir fait partie de. En fait, c'est un projet de la SQP, qui est la Société québécoise de phytotechnologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, en fait, l'idée, c'est un peu la même chose qu'en Raciner pour l'avenir, mais c'est de promouvoir les phytotechnologies en général là, au Québec. Il y a plusieurs activités en général qu'on organise, webinaires, formations, colloques annuels qui s'en viennent d'ailleurs euh, très bientôt, dans quelques semaines. Euh, la Société québécoise de phytotechnologie, c'est un OBNL. Euh, les adhésions, c'est ce qui nous permet en fait euh, de faire nos activités. Donc, je vous recommande, là, si vous n'êtes pas déjà membre, de vous abonner. Ça vous donne accès à des tarifs réduits à toutes les activités, à des enregistrements, à la documentation en primeur. Donc, ça vaut vraiment la peine avec la SQP. Le projet à rester pour l'avenir, comme je disais plus tôt, c'est porté par la SQP. C'est financé par le MEL-CCFP dans le cadre d'Action Climat Québec, qui est un programme qui est coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable, que vous connaissez peut-être sous le nom de FAQDD, le tout dans le cadre du plan pour une économie verte pardon, de 2030. Je tenais aussi à remercier nos partenaires, dont EXP, Nordacello, Stantec, Fluvio et l'AGRCQ. Ah, il y a une dernière personne qui vient de se joindre aussi, hein. Donc, je suis désolé, on avait commencé sans vous. Euh, Bienvenue encore, là, et on s'excuse encore pour le lien Zoom qui était un petit peu problématique ce matin. Au niveau des activités à venir avec la SQP et en Ciné pour l'avenir, donc on a, comme je dis, on a notre colloque qui arrive dans 2 semaines. Euh, donc, ça va être le 1er mai au campus 1000 de l'UDEM. On a une dernière personne aussi qui arrive. Donc, bienvenue aussi à la dernière personne. Encore une fois, vraiment désolé pour le lien Zoom. On a commencé un petit peu là, parce que le temps passé. Euh, je suis vraiment désolé. En fait, j'ai juste présenté la SQP et notre projet. On va rester pour l'avenir pour l'instant. Euh, donc, au niveau des activités à venir, le colloque arrive le 1er mai à l'UDEM, au campus 1000. On a aussi, dans le cadre de EPA, une visite technique et atelier conception en génie végétal qui va être en septembre. Super intéressant aussi si ça vous intéresse d'essayer de voir comment conceptualiser en fait un projet. On va avoir plusieurs experts qui vont être présents, ça va être super intéressant aussi. Février 2027, on a notre colloque Enraciné pour l'Afrique et une classe de maître. Puis pour en savoir plus sur les activités, en fait, je vous invite vraiment à devenir membre de la communauté de pratique. C'est gratuit, vous allez recevoir toute l'information aussitôt que c'est disponible.
Au niveau de l'atelier d'aujourd'hui, dans le fond, la durée, c'est de 3h30. Il y a une période de questions prévue à la fin euh, des présentations des intervenants. Je vous invite à répondre, en fait, à poser vos questions dans la fonction questions et réponses de Zoom. Donc, si vous allez dans les trois petits points, More ou plus, il y a une fonction Q&A ou Q&R si vous êtes en français. Donc, si vous rentrez vos questions là-dedans, on peut les écrire à mesure. Ensuite, à la fin des présentations, on va prendre toutes les questions dans une période de questions. Euh, Puis, après les présentations, en fait, on a un deuxième volet après la pause là, en version sous-groupe, donc atelier de discussion principalement. Euh, donc, et je rappelle aujourd'hui, l'atelier est organisé en collaboration avec donc Pierre Batelier du Bureau d'audience publique sur l'environnement, que vous connaissez sûrement sous le nom de BAP. On a aussi Marc-Antoine Bernier-Racine de Rappel, Simon Tardif de XP et Mathilde Gauvin de. Je les ai- Et Mathilde, pardon, Mathilde Gauvin de la ville de la Chute. Donc, j'inviterai Pierre peut-être à se présenter en premier. Pierre est là. Non. On va y aller avec Marc-Antoine. Oui. Ah oui, Ah, Pierre, bon, vas-y, parfait. Marc-Antoine. J'ai réussi. Non, Ben, je vais parfait. y aller rapidement. Pierre Batelier, donc, je suis analyste sur des commissions d'enquête au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Puis par le passé, je me suis intéressé à toutes les questions de responsabilité sociale, acceptabilité sociale des grands projets. Donc, voilà, c'est ce qui m'amène dans cet atelier. Bien content de partager notre expérience, puis d'échanger avec vous. Merci. Oui. Ma part, c'est Marc-Antoine Bernier-Racine. Je suis ingénieur en hydraulique de cours d'eau pour le Rappel, la coopérative du Rappel. J'œuvre dans tout ce qui concerne nécessairement les cours d'eau, puis tout ça dans la vision de protection de l'eau de la coopérative. Donc, tout ce qui touche, si on veut, génie végétal, également restauration de milieux riverains. Donc, ça tombe dans ma cour généralement. Voilà. Merci Marc-Antoine. Est-ce qu'on passe avec Simon? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Simon Tardif. Je suis biologiste dans la firme d'ingénierie EXP. Je suis mené à travailler sur différents projets de caractérisation, mais aussi en accompagnement à tout ce qui est environnement dans les projets d'ingénierie. Merci Simon. Et Mathilde? Oui, bonjour, Mathilde Gaulin, je suis coordonnatrice en développement durable à la ville de La Chute. Moi, je suis amenée à travailler je suis la seule ressource en environnement de la ville, donc je travaille sur différents projets, puis j'aide aussi là, les différents services là, euh, pour environnementaliser, disons, là, les projets à la ville. Merci. Merci Mathilde. Donc, vous voyez déjà, on a quand même quatre personnes qui ont des cursus complètement différents, qui sont dans des milieux complètement différents. Donc, ça va être vraiment intéressant d'avoir les avis d'un petit peu tout le monde, puis de mettre tout ça ensemble sur une planche là, aujourd'hui. Euh, pour la première partie, donc de la partie des présentations, on va faire comme si c'était des conférences. Là. On va garder nos questions, on va les mettre dans la section questions et réponses de Zoom ou dans le chat aussi si nécessaire. Euh, Puis ensuite, on va avoir une petite période de questions, on va avoir une pause vers 10h45 environ. Vers 11h, on va commencer les sous-groupes, puis on va expliquer les sous-groupes rendus là. Mais je vous invite c'est ça, à donc garder vos caméras ouvertes, mais à garder vos questions potentiellement pour la fin des présentations. Donc, j'inviterai Pierre à commencer. Partager l'écran. Parfait. Bon, alors, allons-y. C'est ça. Fait que faut que je refasse ma petite manœuvre. Ce sera pas bien long. OK. Voilà. J'ai une petite duplication à faire. Ce sera pas bien long. Malheureusement, la petite boîte verte est devant moi. Ah, la boîte de Zoom se met toujours au mauvais endroit. OK. Dupliquer le diaporama. Voilà. Est-ce que c'est beau? Whoop. Est-ce que vous voyez le diaporama? Tout est beau de votre côté? Oui, Ouais. OK. Excellent. Bon, alors,
Écoutez, je vais vous faire donc la première présentation. J'ai mis quelques grands thèmes. Ça va être une présentation plus en deux temps. Je vais juste vous toucher quelques mots sur le BAP, son rôle. Souvent, on associe un petit peu BAP sur les questions d'acceptabilité sociale. Je voulais juste vous donner quelques repères sur ce qu'est le BAP, son rôle, son lien peut-être sur certains dossiers aussi reliés à l'eau notamment. Ensuite, plus avec mon background de chercheur et de quand même praticien avec ses décisions sur l'acceptabilité sociale, vous donner quelques repères quand on se retrouve face à cette notion-là. Voilà. Donc, la présentation, j'ai mis parfois un petit peu de contenu, sont un peu lourdes, mais j'ai compris qu'éventuellement, elles seraient partagées avec des liens. Fait que, excusez-moi parfois pour le contenu, là, mais c'est dans un but après que vous puissiez partir éventuellement avec quelques ressources. Fait que je vais prendre d'abord peut-être une petite période je vais partir mon temps. Hop, ça. Pour vous parler du BAP, son rôle, juste quelques rappels, des fois, c'est toujours euh, important de comprendre l'organisation. Donc, moi j'y travaille depuis 6 ans là, comme analyste sur des commissions d'enquête. Donc, le BAP, c'est un organisme public impartial, donc qui relève du ministère, du ministre responsable de l'Environnement. Sa mission, c'est vraiment d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Donc, pour ce faire, il assume plusieurs rôles. Tout d'abord, il doit informer la population. Il y a toute une phase de consultation. Et ensuite, un élément qui la différencie d'autres organismes de participation publique, vous pouvez penser à l'Office de consultation publique de Montréal ou l'Office de participation publique de Longueuil, c'est qu'il a tout un volet analyse et enquête. Donc, les citoyens peuvent venir poser leurs questions, on écoute leur point de vue, mais après, le BAP comme organisation, lorsqu'il y a une commission d'enquête, va aussi faire sa propre analyse du projet. Puis à partir de là, il avise le ministre et effectue sa recommandation à savoir s'il devrait autoriser ou non le projet. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas forcément on n'a pas de pouvoir décisionnel. Donc, c'est vraiment une recommandation, mais disons, il y a quand même un poids et une influence qui vient avec cette recommandation. Et parfois, pour les décideurs publics, il peut être un petit peu délicat en tout cas, de contourner éventuellement certaines décisions. Mais on n'est pas décisionnel, ce qui nous donne quand même une certaine marge de manœuvre. Donc, je vous disais, on est un organisme de participation publique. Je vous ai juste mis là, des fois, c'est une définition que j'aime beaucoup là, de l'Institut du Nouveau Monde, mais par participation publique, ça s'ajoute à, oui, on peut participer aux élections, on peut participer dans des groupes, s'impliquer socialement. Puis après, il y a certains dispositifs où on peut s'engager pour donner notre point de vue, pour poser des questions. C'est ça, c'est les dispositifs de participation publique. Mais c'est ça. Donc, c'est des dispositifs relativement structurés qui peuvent être ponctuels ou permanents. On estime généralement que ça vient compléter tout ce qui est plus représentation. C'est-à-dire vous avez peut-être, vous pouvez participer par le vote avec vos représentants municipaux, nationaux, et en complément, vous pouvez participer aux décisions par la participation publique. Euh, Comme je vous disais, la participation publique, ben, c'est au cœur un petit peu du BAP. On entend souvent parler d'acceptabilité sociale, de débat public important au moment d'audience. C'est vrai que c'est un des moments forts. C'est des moments importants pour les commissions d'enquête. J'insiste là-dessus aussi parce qu'évidemment, c'est les citoyens qui ont la connaissance de leur milieu, c'est eux qui sont les plus à même d'identifier les répercussions que le projet va avoir. Donc, toutes les questions qu'ils ont, les points de vue qu'ils vont nous partager dans des mémoires, c'est vraiment un éclairage important pour l'analyse des commissions d'enquête. Donc, c'est ça. D'ailleurs, dans nos rapports, on a toujours un rapport qui doit faire état des préoccupations du public sur le projet et ensuite notre analyse de la commission, mais qui est nourrie par la participation des citoyens. Je vous rappelle, dans les grandes lignes, les projets qui passent au BAP, c'est des projets qui sont jugés à risque élevé pour l'environnement. Beaucoup de grands projets d'infrastructure, des industries, les grands projets énergétiques. Euh, Plus récemment aussi, on traite des projets d'aires protégées et de parcs nationaux, donc pour lesquels désormais le BAP peut être mandaté par le ministre. Donc d'habitude, pour que le BAP reçoive un mandat, il faut qu'il y ait des demandes d'examen public qui viennent de citoyens, de groupes sur le terrain. Ou sinon, ça peut être le ministre qui décide de mandater directement parce qu'il sait que de toute façon, il y a un niveau de controverse suffisamment important où, quoi qu'il arrive, le projet irait au BAP.
Alors, je vous mets une petite carte. Vous verrez sur le site du BAP, il y a une carte en temps réel. Je vous ai mis les dossiers. Là, je ne sais pas si je clique. Tantôt, j'ai cliqué, j'ai eu peur d'avoir un peu perdu le contrôle. Je vais rester avec ça. Vous verrez, j'ai mis un petit lien sur les dossiers liés à l'eau. Je vous ai dit dans le champ de compétences, on a beaucoup de dossiers de stabilisation de berge, dragage. Là, en ce moment, on a un mur de soutènement, Simon-Sicard, dans le nord de Montréal, qui pourrait s'en venir. Donc, quand même, plusieurs projets qui pourraient concerner vos champs d'expertise. J'attire votre attention sur éventuellement une consultation. Là, le gouvernement s'en vient avec un programme décennal pour 10 ans sur toute l'érosion des berges sur la 132, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine. Ça devrait être un projet qui devrait être analysé par le BAP. En fait, ce système de programmation à long terme simplifié là, va être discuté dans les prochains mois. Euh, Peut-être pour vous rappeler, vous dire, les projets qu'on évalue au BAP, c'est dans le Québec méridional. Donc, il y a d'autres entités de participation publique, donc le COMEX sur le territoire CRI. Au Nunavik, vous avez le CQEK, donc Commission de l'environnement Kativik, et aussi une instance spécifique pour le territoire de Naskapi. Donc, c'est ça. Donc, des équivalents du BAP sur différents territoires, nous, on se situe vraiment sur la partie méridionale. Euh, Juste vous dire, au début, je vais vous parler d'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, on en parle beaucoup au BAP. Comme je vous l'ai dit, c'est tout d'abord, il y a les consultations publiques. C'est souvent à ce moment, au moment des consultations publiques, les gens viennent partager leur point de vue, donner leur opinion. Donc, souvent, on peut constater, disons, les questionnements, la mobilisation citoyenne, les oppositions éventuelles au projet lors des audiences publiques du BAP. Évidemment, aussi, les commissions d'enquête peuvent se pencher sur cette notion. Il faut savoir qu'on n'a pas de définition, on n'a pas de cadre préétabli de ce qu'est l'acceptabilité sociale au BAP. C'est une question qui est abordée sous différents angles. Chaque commission est indépendante, donc il y a eu à peu près 400 commissions d'enquête poussées sur des grands projets. C'est ça. Évidemment, si c'est un enjeu qui est largement ramené par le public, il faut savoir que pour déterminer si c'est un enjeu ou pas, les commissions se basent sur les préoccupations qui lui sont amenées et aussi sur sa propre analyse, sur le fait est-ce qu'il y a des enjeux pour la gouvernance, pour le bien commun au Québec, ces éléments-là. Et enfin, on s'appelle Bureau d'audience publique sur l'environnement. Je voulais partager le fait que on n'est pas restreint à la sphère naturelle, biophysique des enjeux. Il faut savoir que dès les années 80, le mandat 3, on a dit non, c'est l'environnement au sens large. Donc, ça inclut l'environnement humain, le contexte, les enjeux économiques sont également traités par le BAP. En fait, on est tenu aussi de faire un test selon les 16 principes de la loi sur le développement durable qui inclut des tests en participation, engagement, santé, qualité de vie, accès à l'information, des questions de principe pollueur-payeur. Donc, vous voyez, une vision large de l'environnement. Donc, oui, l'acceptabilité sociale peut être un des enjeux. C'est pas automatique. Ça va dépendre des contextes. Ça va dépendre, la manière dont ça va être abordé va dépendre de chaque commission, donc des commissaires nommés, de leurs équipes d'analystes, ces éléments-là. Évidemment, il y a une forme de jurisprudence. On se base, on regarde ce qui a été fait dans le passé, là, mais ça peut jouer. Alors, je vais je vais vous partager pour aborder, ça c'était le premier volet, peut-être sensibiliser, un petit rappel sur ce qu'est le BAP. Je vais vous partager un peu mon expérience plus de chercheur, praticien avec la notion. Donc, j'ai eu à mener des projets comme, en tout cas, entrepreneur d'une coop de solidarité, comme analyste au BAP et aussi comme chercheur, je me suis intéressé, j'ai été confronté assez vite au début d'une thèse que j'ai faite à l'UQAM sur mais qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? Avant d'en discuter, avant de voir c'est quoi les facteurs, avant de voir si on l'attend ou pas, ne serait-ce que se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette bibite-là? Fait que je vous partage ça, juste je vous signifie, là, c'est pas, je parle pas, je vous partage plus des éléments personnels. C'est c'est plus le chercheur, c'est plus le représentant forcément du BAP là, qui vous parle. Euh, je vous donne quelques balises. Tout d'abord, c'est vrai que c'est une notion qu'on voit beaucoup mobilisée dans le contexte de grands projets environnementaux.
qu'on voit aussi sur d'autres thèmes. Là, on parle, penser au centre d'injection supervisée, à l'interdiction du cellulaire à l'école. Il y a plein d'autres enjeux de société sur lesquels on mobilise ces notions-là en santé publique. Euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que dans le cadre de projets qui ont des impacts environnementaux, ça a pris une place importante, surtout sur les très grands projets. Aujourd'hui, bon, là, une partie de la recherche, Louis Simard, qui est un chercheur qui a beaucoup réfléchi là-dessus, dit que oui, c'est vrai, c'est devenu une espèce de nouvelle norme pour l'action publique. On a eu tout un chantier pour tous les grands projets de ressources naturelles pour réfléchir sur la notion. La Cour d'appel et la Cour supérieure se sont prononcées et ont estimé que le gouvernement était légitime éventuellement à retirer des autorisations s'il jugeait qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. C'était une grande bataille juridique, le cas Strateco, mais c'était un pouvoir qui lui était reconnu. Maintenant, dans les études d'impact du BAP, on vous demande de documenter souvent l'enjeu d'acceptabilité sociale, puis bon, les rapports du BAP qui évoquent parfois cette notion-là. Après, avec un peu de recul, elle n'est pas forcément nouvelle. Au BAP, dès les années 90, c'était un enjeu, c'était une notion qui était amenée. Et oui, elle a pris beaucoup de place au début des années 2000, mais elle existait avant. C'est un peu, vous allez voir, je vais intégrer quelques cartes. J'aime beaucoup les cartes géographiques, mais comme je vous disais, comme l'Amérique, l'acceptabilité sociale existait avant qu'on en parle. C'est pas parce qu'on n'utilisait pas le terme qu'il n'y avait pas des conflits entourant les grands projets. Euh, la réalité mondiale, la réalité des conflits sociaux, environnementaux existe depuis euh, des décennies. Elle n'est pas seulement au Québec. Je sais qu'à une époque, on disait, ah, au Québec, on chiale sur tous les projets, il y a des conflits à chaque fois. Non, non, c'est une réalité mondiale. Je vous ai mis une petite carte là, d'un projet européen qui recense tous ces conflits socio-environnementaux entourant des grands projets. Donc, voilà, ce n'est pas une spécificité québécoise, on en a bien d'autres à défendre. Et des fois, c'est un argumentaire un peu pour culpabiliser les citoyens qui se mobilisent, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous voyez. Puis faites attention, des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas de données, il n'y a pas de conflit ouvert qu'on peut être répertorié par des ONG libres qui viennent recenser ça auprès du centre de recherche. Des fois, il y a des contextes, disons, moins démocratiques là, qui font en sorte que c'est peut-être plus difficile de recenser ces conflits-là. Alors, l'acceptabilité sociale, quelques balises. Euh, je vous partage un- c'est des résultats d'un doctorat, des éléments de recherche un peu doctoral, ça peut être lourd, mais juste vous dire, au début, là, dans le débat, quand j'ai été confronté à la notion, il y avait toutes sortes de définitions. Certains disaient, ah, c'est une condition à un projet, d'autres disaient, c'est un outil qu'on utilise en gestion d'affaires. Certains disaient, c'est un processus de négociation sociale. Les autres disaient, non, non, c'est l'appui du public. Donc, en gros, il y avait deux approches qui étaient importantes. C'était les gestes que posait le promoteur, ou de l'autre côté, il y avait une approche qui était plus centrée sur le public. C'est le public qui accepte le projet. Donc, il y a eu toutes sortes de débats de société. Je vous dirais qu'il y a un certain consensus au niveau de la recherche et au niveau des praticiens à l'idée qu'il faut ramener l'idée d'acceptabilité sociale à un résultat. Ce n'est pas juste le fait de consulter les gens, d'entendre leur point de vue. On ne peut pas limiter ça à ça. C'est sûr que ça peut faciliter l'obtention d'un résultat qui est l'accord du public, mais de manière générale, on s'entend pour dire que euh, l'acceptabilité sociale, c'est un résultat. Donc, le jugement de la population sur le projet, son appui, son accord. Donc, c'est ça. Je vous partage d'ailleurs le point de vue là-dessus de l'Institut national de santé publique, un excellent guide sur l'évaluation des impacts sociaux, qui est une référence à avoir là, si vous avez des enjeux de stress, impacts psychologiques, sociaux. C'est vraiment un incontournable. Eux abordent la notion d'acceptabilité sociale, puis disent oui, il y a toute une réflexion théorique. Normalement, oui, c'est vrai, c'est un processus d'évaluation politique d'une multitude d'acteurs. Écoutez, la définition fait 14 lignes. Mais ils disent dans la vraie vie, là, dans la pratique, c'est le consentement de la population par rapport à un projet qui pourrait avoir des impacts sur elle ou ses valeurs. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un public qui accepte un projet. Donc dans l'acceptabilité sociale, il y a deux volets. Évidemment, une fois qu'on a dit oui, c'est le résultat, c'est l'appui du public, c'est l'accord du public, euh, on a fait une partie de la job, mais il reste un élément difficile, c'est de dire quelle est la nature de l'accord. Là, vous voyez, l'INSPQ parle de consentement. Dans ma thèse, puis dans l'espèce de travail de défrichage que j'avais fait, j'ai dit attention, quand on parle d'accepter un projet ou de donner son accord, il y a des nuances à avoir. Oui, il y a le consentement. On est d'accord avec les gestes, pas forcément sur la justification du projet. Si on veut les deux, on acquiesce.
Mais il faut faire attention aussi, des fois, c'est pas parce que des gens ne se manifestent pas contre le projet qu'ils sont forcément en accord. Il faut savoir est-ce qu'ils ont eu l'information, est-ce qu'ils sont conscients du projet, est-ce qu'ils sont en capacité de venir s'exprimer. Donc, ça, c'est des nuances importantes. Donc, oui, le consentement, c'est une chose, ça veut dire qu'il est exprimé. Puis, il y a une nuance à faire aussi entre acceptabilité et des fois la notion d'acceptation. Parce que derrière acceptation, il peut y avoir l'idée de se résigner. Euh, c'est pas juste parce que les gens ne s'opposent pas au projet qu'ils sont forcément favorables, ou défavorables d'ailleurs. Donc voilà. Donc, le premier défi, c'est de dire, OK, quel est le niveau d'accord qu'on définit? Ça peut être le consentement, ça peut être que les gens tolèrent. Les gens ne sont pas d'accord, mais ils sont prêts à vivre avec. Donc, il y a une espèce de niveau d'exigence sociale qu'on peut se fixer, qui doit être fixé par les décideurs, par les élus, par rapport à dire, c'est ce niveau-là d'accord que j'attends de la population. Et après, il y a le social. Je vous ai mis quelques cartes de ma carte picturale, qui est mon autre grande passion dans la vie. Euh, T'en file, mais on avance. Donc, le social, évidemment, l'acceptabilité, elle peut s'exprimer à différentes échelles, à l'échelle régionale, à une échelle très locale, euh, ou à une échelle, évidemment, provinciale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément plus ou moins de légitimité. Souvent, on a vu des fois les gens mettre en conflit le fait que oui, c'est accepté dans le village, mais on a un projet récent où peut-être il y a une résistance sur au village, mais dans la région plus large, il y a un certain appui, mais par contre, à l'échelle nationale, c'est plus divisé. Donc oui, elle s'exprime à différentes échelles qu'il ne faut pas forcément mettre en contradiction. Puis encore une fois, c'est à clarifier de quel niveau on doit, euh, on doit regarder l'acceptabilité sociale. Le gouvernement a fini par se donner une balise pour dire voici ce qu'est l'acceptabilité sociale au niveau gouvernemental. Et donc une approche centrée sur le résultat. Donc il dit c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective, un plan un politique. C'est pas figé dans le temps. Ça veut dire qu'au moment T, les gens peuvent donner leur appui. Peut-être qu'un an plus tard, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. C'est quelque chose qui peut se manifester à différentes échelles. Par contre, d'un point de vue éthique, dans notre société, on s'entend pour dire quand même que l'acceptabilité des gens qui vont vivre directement les conséquences a quand même un poids à mettre dans la balance important, peut-être relativement à l'acceptabilité de la population plus générale ou dans la région. Donc, il y a quand même une considération à l'effet que ceux qui vivent les effets les plus délétères doivent quand même être considérés. Et le gouvernement finit en disant, elle ne se quantifie pas, elle se décrit. Euh, bon, ça veut dire que c'est pas toujours évident d'y aller avec ça. Fait que juste, j'apporte aussi une petite nuance à gauche. J'ai mis l'idée de jugement. C'est juste que il y a l'idée que c'est quelque chose qui est exprimé, qui est amené dans l'espace public. Donc, on a une manifestation de l'accord. Le simple silence ne peut pas servir pour être considéré qu'il y a acceptabilité sociale. Alors, je vous dis ça maintenant. Comment vous faites décrire l'acceptabilité sociale? Donc oui, maintenir quand même une distance critique sur l'idée d'un seuil. C'est sûr que si vous avez un appui de 80%, 90, 95, attention. Si vous avez 2% des gens qui s'opposent, mais ces gens vivent par exemple des impacts complètement disproportionnés, que leur santé est en jeu, ils ont beau être 1%, 2%, ça ne veut pas dire que le projet est forcément légitime. Donc, ça peut être une grande acceptabilité sociale, mais dans notre société, on a d'autres critères, protection des droits des minorités, protection de la justice sociale, qui fait en sorte que peut-être que le projet ne devrait pas être autorisé. Donc attention au quantitatif, c'est un signal parmi d'autres, mais il faut le prendre avec une perspective critique. Nous, ce qu'on fait beaucoup au BAP, ce que j'ai fait dans mes recherches, c'est de voir bon, ben, quels sont les acteurs sociaux importants, influents, comment ils se sont positionnés par rapport au projet, quelles sont les sources de préoccupation, est-ce que les gens ont participé au débat, est-ce qu'ils sont très mobilisés avec des... C'est sûr que quand vous avez des citoyens qui viennent au conseil municipal, vous avez des collectifs contre le projet, c'est des signaux importants pour dire le projet ne passe pas, là. Il y a un enjeu de... Un autre signal important qu'on regarde, c'est les divisions sociales, les tensions, les clivages. Est-ce que c'est des gens, est-ce qu'on s'en vient briser le tissu social d'une communauté? Est-ce qu'on est capable Est-ce qu'il y a des zones de compromis? Est-ce qu'il y a des points de convergence vers lesquels on pourrait les ramener? Donc, c'est beaucoup ce panorama d'une situation sociale que, par exemple, une organisation comme le BAP peut être amenée à faire pour aider à la décision du gouvernement sur l'acceptabilité sociale. Et un autre aspect qu'on fait souvent comme chercheur ou comme décisionnaire, comme organe décisionnaire, c'est de regarder c'est quoi les facteurs.
Est-ce que, par exemple, l'initiateur a posé les bons gestes, le gouvernement a posé les bons gestes? Parce qu'il y a une multitude de facteurs qui peuvent favoriser l'acceptabilité sociale. Comme on va l'aborder de manière très générale dans les projets, dans les prochains ateliers, je ne me suis pas concentré là-dessus. Je veux juste vous montrer ce monstre-là, juste le message, et c'est compliqué. Hein. Il y a des éléments avant le projet, à l'incubation du projet, à la conception. C'est des facteurs différents, c'est complexe, l'acceptabilité sociale. Il y a le milieu dans lequel vous êtes, l'état du débat public de la question, l'identité du promoteur, tout le cadre institutionnel. Il y a plein de facteurs qui évoluent dans le temps. Donc, ça, c'est un élément à garder. Donc, c'est ça. Alors, je finirai avec un message. Vous voyez, l'acceptabilité sociale, c'est une bibite complexe, mais c'est quand même important de rechercher cet appui du public. Je me fais challenger parfois en me disant, mais à quoi ça sert? C'est un argument mobilisé par des citoyens pour se légitimer. Euh, Mais oui, c'est important parce qu'il faut respecter le droit de la population à se prononcer sur un projet qui pourrait l'affecter. Il y a des enjeux de paix sociale, de cohésion. On a vu des gros impacts négatifs sur le tissu social que pour des projets qui déchirent des communautés. Il y a des enjeux de justice sociale. Penser à acceptabilité sociale, ça peut nous forcer à des questions difficiles. Je vous pensais le respect des droits des minorités et des populations vulnérables. On est mieux avec des décisions politiques plus légitimes, la confiance dans les institutions. Puis des projets qui ont l'acceptabilité sociale, moins d'échecs économiques, on facilite la mise en œuvre. Quand vous allez avoir du trouble, on ne sait jamais, dans le futur, ben, vous allez avoir une population plus solidaire qui peut vous aider, donc un projet plus résilient. Puis voilà, donc ça améliore vos projets, ça améliore la qualité des décisions. Fait que voilà le petit tour que je voulais vous partager aujourd'hui. Là, quelques balises, c'était peut-être un peu dense, mais dans le temps que j'avais, c'était ce que je souhaitais vous partager. Puis j'ai hâte de discuter de manière beaucoup plus pratique, puis d'observer aussi les facteurs puis les pratiques dans le cadre de vos projets. Voilà pour moi. Merci. Merci Et Pierre. mon 20 minutes. Belle entrée de jeu. Voilà, C'était super intéressant. Euh, donc, on passerait à Marc-Antoine pour c'était la suite. partagé. Oui. Ouais, ça sera pas bien long. Donc, Marc-Antoine qui va nous présenter les facteurs d'acceptabilité sociale d'un projet de génie végétal. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Parfait. Merci Pierre, c'est vraiment intéressant parce que de mon point de vue, en tant que concepteur ingénieur, je suis vraiment à l'échelle projet, donc à l'échelle micro, comparativement à tout ce que représente l'acceptabilité sociale au sens large. Fait que c'est vraiment intéressant de voir un peu là, ce qui se fait à l'échelle du BAP, là. C'est vraiment impressionnant. Fait que, comme je vous dis, moi de mon côté, ben, c'est vraiment à l'échelle projet. Donc, en tant que concepteur, j'entre en ligne de compte quand le projet bien, il est décidé, puis go, on va de l'avant, on entame des plans et devis, puis on veut réaliser le projet. Tu sais. Fait que la réflexion derrière l'acceptabilité sociale est déjà pas mal réglée. Sinon, des fois, il y a des petits ajustements à faire, mais l'objectif que je veux apporter avec ma présentation aujourd'hui, c'est un peu plus de ma perspective, puis comment est-ce que finalement l'acceptabilité entre en ligne de compte dans des projets vraiment spécifiques de génie végétal. Puis moi, c'est de mon, tu sais, de mon point de vue, puis comment, dans mon retour d'expérience, je la conçois. Fait qu'en gros, là, pour vous donner un petit squelette de ce que je vais vous présenter, là, au début, je vais un peu discuter de la mise en contexte. On va mettre un peu sur la table ce qu'est génie végétal, puis comment ça entre en ligne de compte au niveau de l'acceptabilité. Je vais parler de certaines composantes du projet, fait que les étapes normales d'un projet, juste pour qu'on ait une idée de, OK, ben, à tel moment, c'est ça qui se passe. Donc, évidemment, il y a peut-être des éléments intégrés au niveau des consultations, des négociations qu'il y a eu par rapport au projet puis finaliser avec une synthèse de tout ça pour comment on intègre l'acceptabilité dans le projet en tant que tel. Des points de réflexion aussi, là, selon les différents retours d'expérience que j'ai eus. Fait que je vais vous donner des petits exemples là, de projets dans différents milieux où est-ce que j'ai rencontré certaines contraintes par rapport à l'acceptabilité, là. Donc, pour commencer, une mise en contexte, je pense que ça vaut la peine de mettre sur la table là, pourquoi tu sais, il y a une volonté initiale de stabiliser les sols, les berges, ce milieu riverain-là. Tu sais, nécessairement, tout part de notre volonté de protéger les biens qui se trouvent généralement en haut de la rive, qui sont à proximité. Fait qu'il y a toute cette notion-là de cohabitation.
Puis cette cohabitation-là est nécessairement influencée par notre perception des risques. Fait que généralement, quand on veut stabiliser une berge, c'est parce qu'on perçoit qu'il y a un risque au niveau de soit l'érosion, soit l'instabilité d'un talus. Euh, Puis ce phénomène d'érosion-là, il faut comprendre que c'est un phénomène qui est naturel. Ça arrive, même si on ne serait pas en haut, si on n'aurait pas bâti une maison, un bâtiment ou un investissement en haut de ce talus-là, ben, il y aurait quand même ce phénomène d'érosion-là qui surviendrait. Évidemment, là, il y a toutes sortes de facteurs influents qui font en sorte que l'érosion peut être amplifiée à certains endroits. Mais c'est vraiment notre perception par rapport à ce phénomène-là qui fait en sorte qu'il y a un déclenchement d'un projet. Fait que, on peut s'imaginer qu'un riverain qui habite à côté d'un cours d'eau commence à perdre tranquillement, pas vite du terrain, puis se pose des questions, ben là, est-ce que ma maison ou mon terrain est à risque, tu sais? Donc là, à ce moment-là, il y a une ouverture sur, OK, on veut stabiliser les berges. Puis il y a une ouverture vers le questionnement suivant, c'est comment je le fais. Puis là, est-ce que je veux aller vers des techniques conventionnelles, un aménagement qui est plus durable? Fait que là, on peut ouvrir les portes vers des techniques du génie végétal à ce moment-là. Puis la dernière petite case là, que je mets à droite, là, c'est aussi, il y a également tout ce qui entre en ligne de compte sur la décision justement de mandater quelqu'un par rapport à ça ou de réfléchir à une solution qu'on va mettre en œuvre. C'est notre perception sur c'est quoi un véritable élément stabilisateur. Fait que là, après ça, il y a une réflexion à avoir sur les différents concepts. Alors, c'est ça. En se posant les questions sur les concepts, on peut se poser la question, OK, pourquoi le génie végétal en tant que tel? Eh bien, tu sais, on ouvre la porte nécessairement à tout ce qui a été fait avant qu'on implémente des techniques de génie civil conventionnelles, c'est-à-dire projeter l'élément naturel, naturellement stabilisateur des végétaux, puis également leur capacité au cours du temps à augmenter en stabilité. Fait qu'il y a toute une technique puis une vision d'aborder les choses au niveau de la stabilisation en employant des végétaux puis en se disant, OK, répliquons, si on veut, les principes naturels pour stabiliser une berge. Fait que dans la stabilisation en général, on peut voir les choses de différentes façons, mais le génie végétal, c'est une allée vers laquelle on vient mimiquer les processus un peu plus naturels au niveau de la stabilisation. La stabilisation au sens large, tu sais, le génie végétal peut être utilisé, oui, dans cette sphère-là pour contrer l'érosion, ralentir cette érosion-là, mais également dans des sphères plus larges au niveau de la restauration écologique. Tu sais, on peut se dire, on veut créer un milieu naturel, on veut le restaurer, mais profitons, si on veut, des outils que nous donne le génie végétal pour, si on veut, donner une certaine résistance à l'érosion initiale, puis donner les outils au milieu naturel après ça pour proliférer. Puis après ça, c'est un milieu qui est restauré. Tu sais, ça reste que c'est des végétaux, puis un modèle vivant. Euh, Puis je fais le pont aussi avec des aménagements résilients et durables. On peut penser à des aménagements qui viennent résoudre certaines problématiques d'inondation. Ben, les génies végétales peuvent bien s'intégrer à ces contextes-là. Euh, Puis c'est également des techniques qui sont, ben, c'est ça, comme je l'ai dit, alternatives au génie conventionnel. Génie conventionnel, on pense tout de suite à l'enrochement, évidemment. Ça a été la pratique pendant de nombreuses années, tout ça par rapport à des perceptions, puis aussi des méthodes de faire qui ont fini par évoluer. Puis aujourd'hui, le génie végétal prend de plus en plus de place au niveau de notre vision de ce que c'est un aménagement qui est peut-être un petit peu plus durable. Ça se reflète évidemment dans la réglementation. Donc, c'est ça. Le génie végétal entre en ligne de compte, surtout dans notre contexte actuel. Ça vient répondre à certains enjeux qu'on peut avoir au niveau environnementaux, sociétaux. Mais qu'est-ce qui n'est pas conventionnel soulève généralement des questionnements. OK, oui, mais ça va-tu faire la job? Ça va-tu coûter plus cher? Fait qu'il y a toutes sortes de questionnements qui sont soulevés généralement quand on met sur la table des techniques alternatives. Où appliquer le génie végétal, finalement, ça dépend tellement du contexte. Il y a des situations où est-ce que c'est pas la meilleure solution nécessairement. Il y a des situations où c'est tout désigné. Puis ça, c'est tout le temps mis en corrélation, si on veut, avec ce qu'on veut protéger. Et je mets 3 photos ici qui représentent 3 contextes quand même typiques. Là, tu sais, on a un espace de parc. Est-ce que le génie végétal s'appliquerait pour protéger un parc ou essayer de ralentir l'érosion dans une zone de parc? Ça se discute. Est-ce que le génie végétal s'applique
dans une situation où est-ce qu'on a un lac, où on a des contraintes de bâtillage, de poussée de glace, légalement, ça dépend. Puis on a également un contexte en cours d'eau, en rivière. Ben là, est-ce que le génie végétal peut s'appliquer si on a un élément à protéger ou si on veut juste restaurer une berge en tant que telle? Ben, il faut analyser le contexte. Fait que c'est tellement dépendamment de ce contexte-là que on peut déterminer si finalement le génie végétal est applicable. Qu'il faut le mettre au cœur, si on veut, de notre conception. Puis d'où l'importance d'en évaluer la faisabilité. Fait que, tu sais, vous savez tous, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a différents aspects dans un projet. Là, oui, on évalue la faisabilité technique, mais également financière. Ça prend une grosse partie. Donc, quand on utilise des techniques qui sont peut-être moins connues par le public ou par le donneur d'ouvrage, bien évidemment, il faut clarifier ces coûts-là pour faire en sorte que la prise de décision soit plus facile. Puis également, il y a la composante temporelle, le calendrier. C'est des techniques qui utilisent du vivant, donc on ne peut pas les faire n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel moment de l'année. Donc, tout ça doit entrer en ligne de compte quand on veut évaluer la faisabilité. Ces sphères-là vont migrer puis percoler vers l'acceptabilité sociale là, qui va être omniprésente, si on veut, dans cette faisabilité-là. Je passe au second point, là, les composantes d'un projet de génie végétal. L'objectif d'un projet qui implique du génie végétal, comme j'ai mentionné précédemment, ça peut être la stabilisation, la protection riveraine, ça peut être dans un projet simplement de restauration. Il y a aussi la composante esthétique qui est non négligeable, si on veut, là. En termes de berge, si on veut, le milieu riverain, c'est un milieu qui est habité, fait qu'on veut souvent avoir une visibilité encore du cours d'eau. On ne veut pas faire proliférer un milieu de la végétation qui va cacher la visibilité. Fait que ça aussi, c'est un enjeu là, qu'il faut discuter avec ceux qui veulent stabiliser leur berge ou qui sont portés à cohabiter dans ce milieu-là. Puis j'aime bien aussi mettre sur la table là, que il faut quand même se poser la première question, c'est y a-t-il vraiment un besoin réel de protection des biens contre l'érosion? Souvent, on a une perception de l'érosion négative, étant donné qu'on se dit, ben évidemment, c'est un bilan hydrique négatif, on perd du terrain, il y a une perte en tant que telle, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de protéger ce qu'il y a derrière ou on peut accepter ou relocaliser ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est possible? Veut pas, le génie végétal, c'est une technique qui va rigidifier une berge. Ça va, en quelque sorte, contraindre, si on veut, le mouvement naturel d'un milieu naturel. Donc, il faut se poser ces questions-là si on ne veut pas agir inutilement. Puis là, je mets quelques petites contraintes là, au niveau des composants d'un projet. Fait évidemment, l'acceptabilité, mais aussi la notion de propriété foncière qui est au cœur là, du génie végétal. Généralement, quand on veut implanter un ouvrage, bien, nécessairement, il faut adoucir les talus. La photo que vous avez là, c'est un décrochement. C'est un décrochement qui est vraiment droit. Donc, il faut adoucir le talus si on veut planter des végétaux, ça va de soi. Donc, ce que ça implique, ça, c'est qu'il faut reculer, qu'il faut empiéter un petit peu plus sur le terrain, puis se dire, ben regarde, on fait un petit investissement au niveau du terrain, mais la pérennité de la propriété risque d'être augmentée au fil du temps. Il y a des contraintes financières, évidemment. On ne parle pas de la même façon à un monsieur, madame qui habite à côté d'un cours d'eau, puis qui a peut-être des fonds limités pour contribuer à un projet de cette sorte-là. Donc, il faut arriver à des solutions qui viennent se marier, si on veut, avec les ressources de l'individu. C'est pas pareil si on parle à une municipalité ou si on parle avec un regroupement ou quoi que ce soit. Donc, l'aspect financier reste une contrainte en tant que telle. L'aspect réglementaire aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quelle longueur. Tout ça est borné par des règlements qui déclenchent différents seuils de permis puis d'autorisation à aller chercher sur différents paliers gouvernementaux. Puis comme je le disais tantôt, évidemment, l'esthétique, la notion de visibilité qui est importante à prendre en compte. Je voulais un peu là, vous parler des composantes également du projet sur la chronologie, puis tout ce que ça implique en termes d'études, puis jusqu'à la réalisation. Fait ça, c'est de mon point de vue à moi, là, c'est vraiment au début quand j'entre en ligne de compte jusqu'à ce qu'on plante les végétaux finalement. Fait initialement, il y a les études préliminaires. Évidemment, on veut vérifier la faisabilité.
Il y a tout ce qui est études hydrauliques, donc on veut comprendre un peu les dynamiques du cours d'eau, voir c'est quoi les techniques et les solutions qui sont les plus adaptées. Tout dépendamment de l'ampleur du projet, on va aller vérifier la mobilité. Fait que là, c'est tous les aspects hydrogéomorphologiques qui rentrent en ligne de compte. La réglementation aujourd'hui, pour certains projets, il faut faire un avis sur la mobilité qui est signé par un professionnel. Puis aussi tout ce qui est caractérisation écologique, fait que le positionnement de la limite du littoral, tout ça va jouer en ligne de compte sur ce qu'on peut faire en termes d'ouvrage là, à petite échelle, vraiment à l'échelle projet. Après ça, quand on a une bonne idée du contexte, ça va de soi, on peut entrer en conception. C'est là qu'on a vraiment une idée de notre milieu de travail. Donc, on peut commencer la phase de plans et devis. Évidemment, les plans et devis, il y a une succession. Tout dépendant du projet, il y a des projets à petite échelle qu'on peut aller tout de suite en construction. Mais s'il y a une nécessité d'autorisation, ben, il faut réfléchir à une étape de plan et devis, version pour commentaire, autorisation, puis aller consulter l'autorité, si on veut, qui donne le permis, puis ensuite aller vers une version pour construction. Fait qu'il y a une succession à réfléchir par rapport à ça. Puis évidemment, je mets en encadré ici que les délais d'autorisation ministérielle doivent être pris en compte quand on planifie notre temporalité de projet, notre calendrier de projet, parce que c'est des délais non négligeables. Je pense que vous êtes au courant. Puis finalement, quand on a l'autorisation, quand on a les plans pour construction, ben, on entre en réalisation de travaux. Mais là, c'est le temps de planifier les travaux. Évidemment, tous ces éléments auraient dû être réfléchis d'avance pour qu'on s'aligne vers une période idéale. Fait que en génie végétal, on parle de période de dormance. On veut réaliser les travaux quand les boutures ou le sol, généralement, sont en dormance, sont sur le point de drageonner. Fait que ces plans-là doivent pas être verts, doivent vraiment être propices à leur implantation dans la berge ou peu importe le milieu. Puis on veut aussi réfléchir nos projets parce qu'on veut se rapprocher de la ligne inférieure des ligneux. On veut vraiment se marier, si on veut, dans cet écotone-là du milieu riverain. Fait que c'est important de considérer des faibles débits, des niveaux d'étiage pour pouvoir accéder, si on veut, aux niveaux les plus bas de la berge. Puis il ne faut pas l'oublier non plus pour ce qui est des périodes de frais du poisson dans la réglementation, puis tout ça. On ne peut pas agir n'importe quand, dépendamment de la région, là, les différentes périodes de frais. Une simple liste là, des différents intervenants qui rentrent en ligne de compte dans un projet typique là, de génie végétal. C'est pas à toutes les fois. Des fois, c'est très, très simple, il y a très peu d'intervenants, mais dans certaines fois, ben, là, ça multiplie tout dépendamment si l'ouvrage, ben, comme tel, il y a plus d'impact. Donc, évidemment, il y a le citoyen, les propriétaires riverains, tu as le voisinage également qui peut être impliqué. Après ça, tu as toutes les instances réglementaires, les municipalités, les MRC, les ministères qui peuvent également émettre des permis, dépendamment de l'ampleur, encore une fois, du projet. Tout ce qui est professionnel, fait que ceux qui sont mandatés pour faire la conception, puis faire également l'acquisition de données, réfléchir au projet, ingénieurs, biologistes, arpenteurs, paysagistes. Je vais faire un petit aparté sur, OK, quand est-ce qu'on a besoin d'un ingénieur? Ben, généralement, quand tu as un cours d'eau puis tu as un élément structural, tu sais, un élément qui vient rigidifier la berge, qui joue avec, si on veut, les propriétés des matériaux, ben, il y a un besoin d'avoir une signature d'ingénieur au niveau des plans et devis. Fait qu'un élément structural, c'est un élément stabilisateur. Donc, le génie végétal, dans des contextes comme ça, il y aurait requis d'avoir un ingénieur. Si on utilise le génie végétal pour revégétaliser, si on veut, une section de parc ou que ça n'a pas une fonction structurale, ben pas besoin, tu sais, c'est vraiment pas nécessaire. Puis évidemment, il faut toujours valider avec le contexte. C'est mon disclaimer d'ingénieur. Euh, Également, il y a tous les fournisseurs de matériaux, il ne faut pas les oublier. Eux, de leur côté, c'est important, je pense, de considérer quand on choisit nos espèces, nos essences de saule, notre cornouiller, ben, est-ce que c'est disponible dans notre région? Ça fait-tu du sens de recommander ça dans notre conception? Il faut absolument le faire. Sinon, ben, on se trouve dans des situations où on arrive pour réaliser les travaux, puis on n'a pas les essences qu'on veut. On ne peut pas appliquer la technique. Fait qu'on est un peu bloqué. Il faut réfléchir à ça. Puis il faut les contacter, voir OK, c'est quoi les disponibilités, voulez-vous les mettre aux frais selon les délais avec les travaux pour éviter qu'il y ait du bourgeonnement euh, trop tôt pour les branches de saule, par exemple. Fait que tout ça, c'est à réfléchir. Puis évidemment, la sélection d'entrepreneurs, préférablement des entrepreneurs qui ont déjà fait ça puis qui s'y connaissent. Donc voilà, c'est un peu la liste des intervenants que je peux vous faire selon mon expérience. Puis comment que ça s'intègre tout ça, l'acceptabilité sociale dans ces points-là? Ben,
Euh, il y a certains enjeux qui arrivent durant la réalisation d'un projet de conception. Tu as des perceptions par rapport au phénomène d'érosion. Comme je disais tantôt, ben, est-ce que l'érosion est perçue négativement? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu? Tu sais, c'est quoi également les perceptions de structures qui vont venir stabiliser les contraintes érosives? Fait que, y a-t-il comme une surconfiance envers la pierre ou une sous-confiance envers les végétaux? Ça peut influencer l'acceptabilité de techniques de génie végétal. Le recul du talus, comme je disais, nécessairement, on veut adoucir le talus. Donc, est-ce que une perte de terrain initiale juste pour mettre en place l'aménagement, c'est un frein au projet? Faut mettre ça au clair. Puis, est-ce qu'on compare ça à l'érosion progressive si on n'agit pas? Ben, est-ce que c'est un gain? Est-ce que c'est. Fait qu'il y a une composante d'éducation également à avoir par rapport à ça. Il y a également l'aspect de cohabitation riveraine. Quand on implante un ouvrage, on investit, on a un terrain à proximité d'un milieu dynamique tel qu'une rivière, ben, il y a une notion de cohabitation également. Tu sais. S'implanter à côté d'une rivière et dire ben ça bougera jamais, c'est irréaliste. Mais étonnamment, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Donc, il y a une espèce, encore une fois, d'éducation à faire par rapport à ça. Là, je reviens également sur les bandes riveraines, puis le coût des travaux, la visibilité. C'est toutes des choses à discuter qui peuvent influencer l'acceptabilité sociale des projets de génie végétal. Je fais une espèce de séquence. Là, je vais aller plus vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, puis je veux parler des études de cas aussi, là. Mais tu sais, avant projet, la séquence, c'est qu'on veut avoir une consultation, on veut négocier aussi l'entente avec les riverains pour avoir accès à leur terrain, nécessairement. Pendant le projet, il y a des éléments de communication. Il faut également intégrer les besoins qui ont été négociés. C'est primordial pour assurer une acceptabilité tout au long. Et après ça, après le projet, il y a une phase de suivi. C'est super important aussi de communiquer les résultats, je crois. Des fois, on implante des ouvrages, puis on se dit, OK, ben les gens, c'est réglé, le projet est terminé. Ben non, tu sais, c'est le fun d'avoir les résultats. Puis dans tous les contextes que j'ai mentionnés tantôt, c'est les ramener sur la table et dire, OK, voici, y a-t-il des perceptions qui ont changé? Rapidement, là, les études de cas que je pourrais vous exposer, c'est premièrement un contexte agricole. Évidemment, le contexte agricole apporte certaines contraintes, ben, de nombreuses contraintes, surtout liées, si on veut, à la perte de terrain, puis à la perception d'un cours d'eau que peut avoir de la part du producteur. Tu sais, lui, de son côté, c'est les fonctions de drainage qui sont importantes, c'est les terres cultivables, c'est éviter les inondations. Fait que tout ça, c'est des facteurs à prendre en considération, puis démontrer aussi ou marier, si on veut, le concept à ces besoins-là. Sinon, le frein est immédiat, on ne peut même pas accéder aux terres pour implémenter des ouvrages. Fait il faut réfléchir à ça, il faut consulter, puis il faut vraiment mettre sur la table ces éléments-là, puis dire, OK, comment on peut travailler de manière conciliée pour implémenter, oui, un ouvrage de génie végétal qui est bon pour la berge, qui va proliférer, qui va résister à l'érosion au fil du temps, mais également des éléments, si on veut, qui viennent toucher puis rejoindre les agriculteurs. Donc, accès aux champs pour les travaux, des fois, ça arrive que tu as des agriculteurs qui disent non, non, moi, je veux rien savoir du tout, je veux même pas que vous y alliez sur le terrain. Donc, si vous ne prenez pas mes considérations-là, je ne veux pas vous passer. Donc, il faut les prendre, les considérations. C'est leur terrain, ils ont le droit de passage. Puis évidemment, les bandes riveraines, là, qui est un élément quand même sensible au niveau des terres agricoles. L'autre étude de cas que je pourrais vous parler, c'est un contexte urbain cette fois-ci. L'aspect superficie puis espace de jeu pour établir des ouvrages, c'est un peu le même principe. Là. On est restreint, si on veut, par un milieu qui cohabite avec le riverain. Donc, les superficies disponibles, c'est le critère, la contrainte qu'il faut essayer de jongler. Puis qu'il faut essayer également de concilier certains détails si on veut arriver à faire le projet finalement. Puis il y a tous les aspects aussi de gestion des eaux pluviales à intégrer dans ces ouvrages-là. Je me répète, mais visibilité, esthétisme, puis cohabitation. L'aspect politique, selon mon expérience, est beaucoup plus présent dans ce genre de mandat-là. Il y a beaucoup d'intervenants. Généralement, c'est une vision un peu plus environnementale. Donc, si les instances municipales ne sont pas alignées avec ces visées-là, ben, c'est plus difficile de mettre en œuvre un projet de génie végétal comme ça.
Donc, voilà, ça fait un peu le tour pour moi. Parfait, merci beaucoup, Marc-Antoine. Encore super intéressant. On passerait donc à Simon pour intégrer le génie végétal dès la planche à dessin. Simon, tu peux partager ton écran? Oui, ça sera Oui. pas long. Voici, partage. Donc, entre-temps, je rappelle aussi, Donc, là, si ici la si vous avez des questions en présentation. attendant, Donc, vous pouvez juste. Pardon, non, vas-y. ça a coupé, on t'a D'accord, oui. pas Ah, entendu. pardon. Je vais juste rappeler en fait aux participants, si vous avez des questions, là, vous pouvez les ajouter dans la section questions et réponses. Donc, si vous faites les trois petits points more ou plus questions et réponses ou Q&A si vous avez la version anglaise. Donc, vous pouvez les mettre au fur et à mesure que vous les avez. À la fin des présentations, on va prendre une question tous ensemble. Parfait. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour faire suite à la présentation de Marc-Antoine, je vais vous présenter les bienfaits pour un projet et pour l'acceptabilité sociale d'intégrer le génie végétal dès les planches de dessin, donc dès le début d'un projet. Donc, ma présentation va se dérouler comme suit. En fait, je vais vous présenter la réalité des projets d'ingénierie à l'aide d'exemples concrets de projets que XP a réalisés en intégrant le génie végétal dès le début du projet. Donc, l'entreprise EXP pour laquelle je travaille est une firme d'ingénierie multidisciplinaire. Donc, dans le cadre de mon travail, je collabore régulièrement avec des ingénieurs civils, des ingénieurs hydrauliques, des architectes paysagistes et bien d'autres spécialistes. Dans notre pratique, on accompagne souvent des municipalités ou des promoteurs de projets qui souhaitent intégrer davantage de nature ou du génie végétal dans leurs infrastructures et dans leurs aménagements. Donc, le génie végétal n'est pas une contrainte environnementale, c'est pas un point négatif à apporter, donc, ou des bâtons dans les roues d'un projet, mais c'est plutôt un outil stratégique de conception qui améliore l'acceptabilité citoyenne, la résilience d'un projet et sa valeur. Mais dans la réalité des projets, c'est pas toujours simple. Les équipes doivent composer avec des échéanciers serrés, des budgets déjà établis, des contraintes techniques importantes, comme Marc-Antoine le présentait. Et parfois, les solutions de génie végétal arrivent un peu tard dans le procédé. Donc, souvent quand les grandes décisions de conception et de budget ont déjà été prises. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe simple qui peut vraiment changer la dynamique d'un projet, soit intégrer le génie végétal dès la planche à dessin. Parce que quand ces solutions sont présentées dès le départ, elles deviennent beaucoup plus faciles à intégrer et beaucoup plus acceptées par le public. Pardon. Donc, dans plusieurs projets, on voit encore le génie végétal arriver comme une mesure d'atténuation ou une mesure compensatoire. Donc, on apporte l'aspect végétal à la fin pour le côté esthétique ou pour quand on voit que l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous, donc on amène le génie végétal pour améliorer le- la vue du projet par les citoyens. Mais quand on arrive à cette étape-là, les marges de manœuvre sont souvent limitées. C'est plus compliqué d'intégrer le végétal dans le projet. Et c'est là que les contraintes d'ingénierie deviennent très réelles. Ces contraintes peuvent être, par exemple, que les volumes d'eau sont déjà calculés, les conduites sont déjà positionnées, les emprises pour la réalisation des travaux sont déjà déterminées et que les budgets sont déjà engagés et déjà séparés. Donc, on se retrouve parfois à essayer d'adapter la nature à une infrastructure déjà figée plutôt que de concevoir l'infrastructure avec la nature. Quand le génie végétal est intégré dès les premiers plans, il peut devenir une vraie composante structurante du projet et vraiment apporter un- une plus-value au projet. Cela permet aussi de mieux aligner les différentes disciplines, soit le civil,
le paysage, la mécanique, les structures et l'écologie. Donc, là, je vais vous présenter deux projets où le génie végétal a été intégré dès le début du projet. L'aspect végétal est donc au cœur de ces aménagements et a grandement facilité l'acceptabilité sociale de ces projets. Pour le premier exemple, je vais vous parler d'un projet réalisé récemment au parc Jean-Drapeau à Montréal. Il s'agit de la revégétalisation des étangs de la Poudrière qui a été réalisée en 2025, où une série de 3 étangs qui étaient déjà aménagés ont été réhabilités avec un marais épurateur à écoulement sous la surface. Donc, sur la présentation qu'on voit à droite, à l'écran, à droite, un peu en plus petit, on peut voir les étangs avant les travaux. Donc, des berges très aménagées en gazon avec beaucoup de béton. Et à gauche, on voit les étangs après les travaux. Donc, on peut voir à droite de cette image une plaine de débordement dans l'étang, des aménagements un peu plus naturels sur l'autre rive. À première vue, on pourrait croire que la réhabilitation est surtout esthétique, mais en réalité, il joue plusieurs fonctions importantes. La problématique des étangs dans l'état d'avant était qu'il n'y avait aucune récirculation de l'eau. L'eau ne faisait que passer dans ces étangs et était rejetée vers un égout. Très peu de retrait de matière en suspension était donc réalisé dans ces étangs. De plus, la hauteur des murets ne permettait pas une rétention des eaux dans l'étang. À la fonte des neiges ou lors de fortes pluies, l'eau débordait des étangs. Et à chaque année, les étangs étaient vidés pour raison d'entretien. Ensuite, les travaux qui ont été réalisés sur ces étangs ont permis d'améliorer le traitement de l'eau qui est réalisé à même les étangs avec les marais filtrants et les berges plus naturelles. Ça a permis de rehausser les murets pour empêcher et contrôler les débordements. Ça a permis d'améliorer et de créer des écosystèmes pour la flore et la faune dans ces secteurs. Donc, c'est des secteurs qui sont devenus plus naturels, donc meilleurs pour la faune et les animaux. Et ça a permis de restaurer des ponts, des passerelles et les murets qui étaient une valeur patrimoniale pour le parc. Donc ici, l'aménagement projeté. Donc l'image d'en haut, on voit, c'est l'état d'avant des différents étangs et l'image du dessous, c'est ce qui a été réalisé comme travaux. Donc l'aménagement projeté comprend des secteurs en rive des étangs où l'eau peut déborder et ainsi faire une certaine filtration. Donc, ces zones sont des aménagements végétalisés avec des plantes de milieu humide. Donc, il y a vraiment une sélection sur les plantes pour qu'elles puissent tolérer un apport d'eau plus important. L'aménagement comprend également la création de marais filtrants en amont des étangs, comme on peut voir à gauche de l'image du bas. Donc, ces marais ont pour objectif de capter et de retenir les eaux de ruissellement qui viennent du mont Vouly, qui est situé juste à côté. Ensuite, il permet un traitement physique et biologique des eaux en recirculation, notamment pour réduire les matières en suspension. Ce qui est intéressant du point de vue de l'acceptabilité sociale, c'est que le système repose principalement sur des processus naturels plutôt que des traitements chimiques. Ce type d'approche est généralement beaucoup plus facile à expliquer au public, ce qui facilite l'acceptabilité sociale. Le projet comprend aussi une pompe de recirculation entre les étangs pour maintenir une bonne circulation d'eau, un réservoir tampon qui aide à absorber les pluies importantes et bien sûr une végétation adaptée qui soutient le traitement de l'eau. Dans le contexte actuel des changements climatiques, la capacité de retenir et de gérer des eaux pluviales devient un argument très fort pour les municipalités et un argument pour les citoyens. Un autre aspect important du projet est le caractère patrimonial du site. Les étangs existants existaient déjà et plusieurs structures historiques comme des ponts, des murets et des murets de maçonnerie devaient être conservés et réparés. Donc, la solution devait être compatible avec les contraintes du site, autant au niveau structural qu'au niveau hydraulique. Donc, ce projet est un bon exemple de projet où plusieurs disciplines ont dû travailler ensemble dès le début pour intégrer le génie végétal et les différentes contraintes pour l'acceptabilité du projet.
deuxième exemple, un autre type de projet où l'acceptabilité sociale est souvent un enjeu important concerne la transformation d'espaces urbains. Je pense par exemple à un projet ici de revitalisation d'une avenue à Montréal, où une portion de rue a été transformée pour créer une vaste place publique conviviale, verdoyante et accessible, tout en limitant la circulation automobile. Dans ce genre de projet, les enjeux sont souvent autant sociaux que techniques. Il peut y avoir des préoccupations de la part des commerçants, des automobilistes, des résidents ou de toute personne qui utilise le secteur. L'objectif de ce projet était de créer une place publique en augmentant le recouvrement de la végétation le long de l'avenue, tout en préservant la perspective visuelle vers le Mont-Royal. Donc, dans ce projet, des sillons de captation des eaux de ruissellement ont été implantés dans les chaussées, ce qui constitue l'un des éléments structurants majeurs et le fil conducteur de l'aménagement du projet. Des galets de surface poreux, comme on peut voir en bas à droite, ont été proposés. Donc, des galets de surface poreux et recouverts d'une mousse sont implantés de manière ponctuelle le long des sillons et intégrés dans les différents boisés, ce qui contribue ainsi à maintenir un fil conducteur dans le projet. Donc, tout le projet a été pensé, c'est pas seulement différents boisés qui suivent, il y a vraiment un fil conducteur entre les aménagements. La stratégie végétale proposée prévoit l'aménagement de différents biomes dans les plages boisées, avec des transitions graduelles entre eux. Le concept utilise la topographie naturelle en pente du site afin d'acheminer les eaux de pluie vers des ouvrages de rétention. Ces ouvrages, en fait, sont des points bas au fond imperméable qui comprennent des végétations résistantes à l'accumulation d'eau. Donc, ces zones-là ont été aménagées à même les boisés pour retenir de l'eau et faire un premier traitement des eaux de pluie. Donc, dans les projets d'ingénierie, quand les aménagements végétaux sont intégrés dès la conception, ou soit une partie intégrante des projets, comme dans l'exemple ici, ils peuvent remplir plusieurs fonctions en faisant la gestion des eaux de pluie, en réduisant les îlots de chaleur, en améliorant la sécurité pour les piétons et en créant des espaces publics de qualité composés d'éléments d'aménagement exemplaires. À ce moment-là, les projets ne se résument plus à retirer des voitures et créer des zones piétonnes, mais c'est un projet qui améliore la résilience urbaine et la qualité de vie. Le génie végétal devient donc un argument social et économique. Pardon. Donc, en conclusion, à travers de ces exemples, on voit que l'acceptabilité sociale repose souvent sur trois éléments. Premièrement, la fonctionnalité. Les solutions doivent répondre à un besoin réel, soit hydraulique, climatique, de sécurité, et non seulement un besoin esthétique. Le deuxième élément est la lisibilité pour le public. Un projet bien défini et bien expliqué a plus de chances d'être accepté socialement. Les citoyens comprennent beaucoup mieux un marais filtrant qu'un système de traitement chimique souterrain. Et troisièmement, l'intégration interdisciplinaire. Dans une firme multidisciplinaire comme EXP, on voit très bien que les meilleures solutions apparaissent quand toutes les disciplines collaborent dès les premières phases de conception. Donc, pour conclure, le génie végétal peut jouer un rôle très important dans les projets municipaux en réduisant les conflits de conception, en améliorant la performance environnementale, en augmentant l'adhésion citoyenne et en diminuant les risques politiques. Mais pour maximiser son impact et son acceptabilité, il faut qu'il soit intégré dès les planches à dessin, au même titre que les autres composantes techniques du projet. Parce qu'au final, les projets qui fonctionnent le mieux sont souvent ceux où l'ingénierie et l'écologie sont pensés ensemble dès le début. Donc, merci pour votre écoute et j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous dans les ateliers qui vont suivre. Bon, merci Simon. Et donc, c'est intéressant aussi de voir ce côté-là d'inclure le génie végétal. En fait, c'est un point positif pour l'acceptabilité sociale, là. Donc, je pense que c'est un aspect qu'on n'avait pas encore discuté. Euh, on poursuit donc avec Mathilde pour la ville de la Chute. Donc, un projet de cours d'eau urbain, un partage d'expérience là, avec un comité citoyen.
Euh, et donc, l'acceptabilité sociale dans ce contexte-là. Oui, vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet très précis là, d'une expérience avec des citoyens. On a passé à travers toutes sortes d'émotions à travers ce projet-là qui a débuté très, très longtemps. Là. En débutant, je pense que c'est important de vous mettre en contexte le cours d'eau urbain. En fait, le cours d'eau, il a été détourné vers la fin des années 70 pour permettre là, le développement de la rue urbaine. Le cours d'eau, là, je vais vous montrer tantôt, là, mais il passait complètement à travers du projet. Donc, on l'a pas nous, bien sûr. Le promoteur a linéarisé le cours d'eau là, pour permettre l'établissement des lots. Il y a une portion du cours d'eau en aval là, de deux petits ponceaux qui sont assez importants, dont je vais vous parler plus tard, qui a été canalisé donc, dans le secteur de l'hôpital. Donc, c'est un cours d'eau qui est à air ouverte et puis canalisé là, à une section. À l'origine, là, ce cours d'eau-là, il s'appelle le cours d'eau sans nom 18, mais c'était pas très sexy, donc c'est pour ça que je le nomme cours d'eau urbain aujourd'hui. C'était considéré comme un fossé. Puis ça, c'est vraiment important de s'en rappeler par rapport à la perception des gens face à ce cours d'eau-là, puis aussi à comment les maisons se sont établies, puis le secteur a été développer un secteur autour d'un fossé versus d'un cours d'eau, c'est pas la même game, c'est pas les mêmes règlements respectés. Donc, on doit vivre avec ça, là, le fait que c'était entretenu également par la ville à travers les années. Parce que dans la portion la plus urbanisée du cours d'eau, je peux m'exprimer ici, c'est un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de déplacements là, de sédiments de grande dimension. Donc, les gens voient le cours d'eau se remplir, on va dire ça comme ça. Il a passé à travers comment je pourrais dire, plusieurs rapports. Il y a plusieurs gens qui se sont intéressés à ce cours d'eau-là parce que suite à l'établissement des maisons, il y a des problématiques qui ont commencé à ressortir. Donc, il y a plusieurs rapports là, qui ont été faits, puis au fil du temps, il a fini par être officialisé puis décrété comme cours d'eau. Donc, les travaux d'entretien ont cessé. Puis je vous parle, c'est à partir des années 70 qu'il a commencé à avoir des rapports. En 2010, on a eu un rapport aussi d'une firme là, de biologistes pour essayer de déterminer comment se comportait ce cours d'eau-là, puis comment bien vivre avec, si on veut. Il y a eu des événements majeurs qui ont mené là, au projet là, qui a été l'idée par la ville. En 2017, on a eu une obstruction majeure d'une canalisation qui a mené à des inondations à l'hôpital. Au début de la canalisation, en fait, là, ce bout-là s'est bloqué, puis ça l'a inondé à l'hôpital. Puis en 2018, il y a aussi eu un gros embarque de glace là, qui a provoqué une inondation, en fait, qui a arraché une partie du stationnement là, chez un citoyen. Comme je vous dis, il y a plusieurs recherches, là, plusieurs rapports qui ont été faits sur ce cours d'eau-là. C'est un projet qui a débuté en collaboration avec la MRC d'Argenteuil, qui a été mené par Stéphanie Morin. J'imagine que plusieurs la connaissent. Là. Nous, on avait la chance de l'avoir comme hydrogéomorphologue à la MRC, donc on a travaillé avec elle. Il y a des ingénieurs, des biologistes et différentes expertises là, qui ont pu se prononcer sur ce cours d'eau-là. Il y a un rapport qui est assez important qui a été justement produit par Stéphanie, qui a permis de segmenter là, le cours d'eau en 3 sections. Je veux vous le présenter parce que ça permet de voir la perception des gens par rapport à la vie avec ce cours d'eau-là, dépendamment d'où est-ce qu'il se trouve. Là. Donc, il y a la zone 1, 2 et 3. La zone numéro 2, c'est la zone dans laquelle il y a... Bon, ça n'a pas l'air comme ça, là, mais dans le fond, c'est la plus urbanisée du cours d'eau. C'est un cours d'eau qui prend naissance à Brownsburg-Chatham, là, plus vers le haut, là, au sud là, de la zone numéro 1, donc en milieu très boisé. La zone numéro 2, c'est celle qui a où est-ce que ça brassait le plus, si on peut dire, parce que c'est la zone où est-ce que le cours d'eau est directement dans la cour arrière des gens. Donc, rapidement, là, pour la zone numéro 1, on est en un secteur qui est assez bien drainé. On est dans un secteur montagneux aussi. Il y a une concentration de l'écoulement sur la rue de la Grotte là, parce qu'il y a une convergence là, des cours d'eau, les différentes branches du cours d'eau, qui drainent aussi des complexes de milieux humides. Donc, un apport d'eau qui prend naissance là, qui est en montagne, qui redescend par la suite vers la zone 2, celle qui nous intéresse le plus, c'est le secteur de la rue urbaine. C'est la portion la plus occupée du cours d'eau.
C'est aussi la section où est-ce qu'on avait le plus de nettoyage là, qui était fait par le passé. Puis, c'est la section aussi où est-ce qu'il y a une plus grande présence d'érosion des berges. Marc-Antoine l'a mentionné tantôt, c'est normal, l'érosion. Les cours d'eau, comme il l'a mentionné également, les gens ont tendance à s'établir autour des cours d'eau, mais penser qu'ils ne bougeront jamais, alors que c'est 100% le contraire. Un cours d'eau, c'est vivant, mais les gens, quand ils s'établissent, bon, là, à leur défense, ils se sont établis à côté d'un fossé, là, mais bon, en tout cas, on en reparlera. Donc, les processus d'érosion sont très normaux. Puis, dans ce secteur-là aussi, il y a plusieurs embâcles là, qui se sont établis parce que les gens, le cours d'eau, là, je vais vous le montrer ici. Vous voyez comment les lots sont faits. Le cours d'eau, là, ça, c'est les petites bandes vertes, ça, c'est la bande riveraine de 10 mètres, là, qui théoriquement devrait être respectée, mais dans ce secteur-là, c'est pas possible. On voit, là, il y a des piscines, il y a des cabanons, si je vous dirais, là, qui sont sur le bord du talus. Les gens voient une perte de terrain à chaque année. Je vous dirais qu'il y en a même qui le calculent au centimètre. Mais ici, malheureusement, c'est pas possible de faire respecter la bande riveraine de manière pure et dure parce que sinon, comme vous le voyez aussi plus vers le haut, il faudra enlever une partie d'une maison. Donc, vous voyez, c'est pas possible. Donc, les problématiques principales du cours d'eau, ben, elles sont différentes selon la personne qui va le regarder, selon la perception des citoyens, selon la perception des différents professionnels. Ce qui a été déterminé là, par l'équipe de projet, ben, pour nous, c'est vraiment l'écoulement de l'eau, là, parce que bon, la force érosive va nous amener, la force de l'eau va amener nécessairement là, de l'érosion, mais bon, c'est pas la seule problématique. La vitesse d'écoulement qui est très rapide va amener des potentiels embâcles, des débits de points qui sont très, très, très importants. La cause principale, ben là, vous l'avez tous deviné, là, entre autres, c'est la linéarisation du cours d'eau. Donc, on diminue le tracé dans un même dénivelé, ce qui va mener à une augmentation de la vitesse de l'eau. Là, ça, on peut pas éviter ça. Ici, les problématiques sont perçues, comme je vous le mentionnais, selon les différentes personnes, mais pour les citoyens, ben, elle va être différente selon la zone dans laquelle ils se trouvent. Tu sais, la zone 1, la zone 3, on n'a pas la même vie avec le cours d'eau. La zone numéro 2, on a le cours d'eau dans notre cours. Vous le voyez là sur la petite image, que la photo qui est en bas, ça, c'est un citoyen. Je vous dirais ça, là, c'est le citoyen qui était le plus impliqué dans ce projet-là. Les petits poteaux là, qui tiennent une partie de son toit, lui, il voit circuler chaque année. Il perd de son stationnement. On voit aussi là, à la base là, de la berge là, il y a comme ça s'affaisse un petit peu à chaque année. Puis il y a un ponceau également sur son terrain. Là. Donc lui, la peur est très présente. Pour les gens qui, comme je l'ai mentionné, qui sont dans le secteur 1, aucune problématique. Tout ce qu'on a ici, c'est la peur de payer pour les autres. Parce que quand on a pris en charge ce projet-là, ben, on a invité à une rencontre d'information l'ensemble des gens qui vivaient dans le bassin versant du cours d'eau urbain. Donc, ça impliquait autant les gens qui sont à Brownsburg-Chatham qui voient même pas de problème que les gens qui ont le nez dedans directement. Donc, on a pu prendre en compte là, la perception des gens justement lors de cette rencontre-là. Pierre le mentionnait, la perception des gens est importante à prendre en compte dans des projets. En fait, là, pour nous, c'était un enjeu majeur, là, les problématiques qui sont vécues par les gens, puis comment ils les perçoivent, puis comment ils sont prêts à s'investir aussi dans ces projets-là. C'était des éléments qui étaient importants pour nous. Donc, c'est un peu en vrac là, les différentes perceptions là, que les gens avaient. Ceux qui ressortaient le plus, c'est ça, la peur du débit, la peur des débordements, période d'inondation, comme présentement, c'est comme un moment très, très important là, en période de crue et d'inondation à la chute. On en a des inondations pratiquement chaque année. Le cours d'eau ici déborde généralement pas, mais il monte, puis la vitesse augmente également. Puis la perte de terrain due à l'érosion, ça, c'est quelque chose là, qui nous a été parlé là, tout au long de ce projet-là, puis en fait qui était décrié par les citoyens là, à travers les années. Donc, on arrive avec un projet avec vraiment beaucoup de défis. Première chose, comme je vous le mentionnais, c'est développer autour d'un fossé, non d'un cours d'eau. L'absence de bande riveraine est un défi en soi. C'était tous des travaux envisagés sur des terrains privés.
Nous, on n'est pas habitués de faire ça. Nous, on travaille sur nos terrains, on travaille pas chez les citoyens. La municipalité peut pas faire ce qu'elle veut, là, on s'entend, on n'allait pas commencer à exproprier des gens juste comme ça. On faisait le projet main dans la main avec les gens. Pour les citoyens, ben, ça aussi, c'est un défi, la perception des gens, parce que, comme je le mentionnais, le problème est perçu dépendamment d'où est-ce qu'ils sont localisés. Il y en avait que c'était très problématique, ce cours d'eau-là, et d'autres, pas du tout. Donc ça amène. Puis même chez les gens qui considéraient qu'il y avait des problèmes, ben, eux voyaient uniquement le problème qu'ils vivaient chez eux. C'est une couche de plus parce qu'ils vont quand même avoir des demandes pour la ville qui vont être très segmentées selon leur vision de qu'est-ce qu'ils vivent. Il y avait une urgence d'agir aussi. Là, le projet, il a débuté, comme je vous mentionnais, suite à 2 événements majeurs, mais on avait des plaintes de citoyens chaque année là, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Puis ce cours d'eau-là était dans la mire de la MRC depuis belle lurette aussi. Le financement du projet était un enjeu également. On a réussi à avoir le financement de Climat Municipalité 2 qui rendait l'innovation nécessaire, ce qui est très bien, ce qui a forcé les équipes de projet à devoir ouvrir là, les horizons également là, dans les solutions qui seraient trouvées, ce qui est, au final, c'est très, très, très positif, là, mais qui peut être vu comme un frein des fois. Puis finalement, ben, c'était l'écart entre l'objectif visé par l'équipe puis les objectifs personnels de chacun des citoyens qu'on devait tout mixer ça ensemble. Dans le cadre de ce projet-là, une des décisions qui a été prise, c'est pas uniquement de faire des travaux, c'était de créer un comité citoyen. Parce que, comme vous l'avez vu, les gens vivent des problèmes, mais font partie du problème également. Des fois, malgré eux, là, parce qu'ils ont acheté leur maison, puis le terrain est fait ainsi, où est-ce que le cours d'eau, il passe directement chez eux. Puis si on leur demandait de respecter une bande riveraine de 10 mètres, ben, ils ne pourraient même pas sortir sur leur balcon. Donc, voilà. C'est sûr que nous, un des objectifs qu'on avait, c'était d'avoir accès aux citoyens pour leur parler, pour les tenir au courant des différentes étapes du projet, pour qu'il y ait un poids décisionnel dans les travaux qui seraient faits, mais également pour essayer de créer des actions citoyennes qui seraient faites par eux, qui ne sont pas nécessairement dans le cadre de travaux, mais qui, comme par exemple, débrancher les gouttières, de petites canalisations qui vont se déverser directement dans le cours d'eau. Ça, c'est des actions qu'on se disait qui pourraient être influencées par le comité citoyen, des actions de sensibilisation, d'éducation qui seraient menées en parallèle là, des travaux là, qu'on pourrait faire. Donc, le comité citoyen, une des grandes décisions qui a été prise également, c'est d'impliquer notre organisme de bassin versant là-dedans parce que, bon, c'est des professionnels des cours d'eau. C'est un organisme qui est habitué de travailler en sensibilisation. Donc, il était tout désigné pour mener cette partie-là du projet. On a eu un petit peu plus que 4 rencontres de comités citoyens. J'en ai mis 4 parce que c'est les seuls qui sont venus à l'esprit, là. Mais on a eu aussi des belles activités qui ont été organisées, dont des ateliers, un atelier sur les jardins de pluie. On a eu des présentations sur les techniques de stabilisation de berges. Puis ça, c'est vraiment important. Ça a tout changé dans le projet, là, cet atelier-là. Puis on a aussi une belle activité de plantation en bande riveraine là, chez les gens parce qu'il n'y avait pas eu là, de travaux qui ont été faits. Ben, on a proposé qu'il y ait notre organisme de bassin versant a proposé qu'il y ait des petits plans qui soient faits par terrain puis qui puissent avoir de la plantation. Puis ça a été comme une activité commune où est-ce qu'on invitait l'ensemble du secteur à venir faire de la plantation. Là, c'était super cool. Donc, le comité citoyen est en parallèle de tout ça. Nous, on était encore en phase là, on avait une première vague là, de plans qui ont été faits là, pour les aménagements. Puis on se rappelle ici que nous, ce qu'on voulait, c'est travailler sur le débit de pointe. Donc, de ça, je vous montrerai pas nécessairement les plans, là, mais en gros, c'était on avait là, de la création de milieux humides sous forme un peu de bassin de rétention, de déviation du cours d'eau pour qu'ils reprennent une forme un petit peu plus naturelle. Mais on voulait là, pouvoir emmagasiner de l'eau en période de pointe pour réduire le débit. Ça, c'est ce qu'on voulait. Puis, ben, on se le rappelle aussi, c'est 100% terrain privé. Tout le monde a refusé. Donc, ça, le projet, là, à ce stade-là, qui était près de la fin, là, en plus, du financement, tout le monde a refusé les travaux. Fait que du jour au lendemain, le projet tombait à l'eau complètement après des années de travail. On a dû là, se revirer de bord. On a dû changer là, qu'est-ce qu'on allait faire finalement. Puis,
On a eu l'idée, suite à l'activité de stabilisation de berge, où est-ce qu'on a fait venir Maxime Tisserand, clairement que vous le connaissez aussi, certains d'entre vous, là, qui est une sommité dans le domaine. Moi, j'avais assisté à une présentation qu'il avait faite là, quelques mois plus tôt, puis je me suis dit, waouh, je pense que ça serait intéressant de l'inviter. Donc, est né là, cet atelier de sensibilisation-là. Puis les gens ont vraiment accroché, là. Ils ont eu accès à un expert qui leur a présenté des cas de réussite, qui a pu vulgariser très, très bien les bienfaits des végétaux, puis tout, comment je pourrais dire, en toute honnêteté aussi, là, dans le sens où ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, mais c'est une solution qui est envisageable chez vous, puis qui pourra avoir un aspect vraiment positif pour les problématiques que chacun vit là, à leur niveau. Donc là, considérant que les gens ont super accroché à ça, on s'est dit, bon, notre comité citoyen est intéressé à la stabilisation de berges en génie végétal, pourquoi ne pas nous, finalement, finir par faire un projet qui serait davantage axé là-dessus, parce que je vous dirais qu'initialement, les gens, ce qu'ils voulaient, c'est, si on avait pu mettre, là, honnêtement, des murets de béton là, pour leur empêcher d'accéder à l'eau, ça aurait été ça. Là. Mais bon, réglementairement parlant, ça marchait pas non plus. Donc, au final, considérant qu'on avait déjà un engouement pour le génie végétal qui a été stimulé là, par Maxime, par sa présentation, ben nous, on a pu faire OK, parfait. On a représenté au comité citoyen des nouvelles idées là, qui étaient vraiment uniquement génie végétal. Puis les gens ont tout de suite été intéressés à ce qu'il y ait des plans qui soient faits chez eux. Donc là, rendu là, nous, on avait une situation de gain automatique où est-ce qu'on avait l'acceptabilité sociale parce que même au final, c'est eux qui nous ont dit c'est ça qu'on veut. On a vu la présentation de Maxime, on trouve ça intéressant, on pense qu'il y aurait des gains chez nous, on se lance là-dedans. Donc, je peux vous montrer là, un peu là, avant les travaux, justement, chez le citoyen, où est-ce qu'il y avait un affaissement là, de la berge à chaque année. Là, il y a eu un beau caisson végétalisé qui a pu être fait chez lui. Puis quelques années plus tard, ça tient, ça pousse. Là, je vous le dis, ça fonctionne. Puis le citoyen est très rassuré par le fait d'avoir ça parce que vous voyez, là, l'enrochement était déjà présent, puis ça le rassurait pas parce qu'il voyait que ça ne... Bon, vous me direz peut-être que c'était pas bien fait initialement, cet enrochement-là, mais le caisson végétalisé, pour lui, ça a été vraiment là, une réussite. Puis on a aussi là, eu toutes sortes là, de petites stratégies là, de plantation avec du cornouiller aussi, là, de la stabilisation à la base. Ça, c'est chez des autres citoyens. On a eu une perte de terrain parce qu'on a dû adoucir le talus, là, comme Marc-Antoine le disait tantôt. Des fois, on peut voir la perte de terrain comme étant problématique, mais dans ce cas-là, on perdait du terrain pour avoir un gain en plantation. Ça, c'est passé automatiquement. Donc, le citoyen a tout accepté. Par rapport au comité citoyen, ça a vraiment été là, un apport très, très important pour nous parce que ça nous a permis d'avoir accès à nos citoyens, de les impliquer dans des solutions qu'ils puissent nous partager leur opinion. C'est sûr que vous le savez, les municipalités, on est dans la vie des gens automatiquement. On est là. On est un gouvernement de proximité. On a une influence sur la vie des gens qui est comme ça. Là. Donc, c'est sûr que les décisions des municipalités, puis qu'est-ce qu'on va faire comme projet, ben là, les gens ont des choses à dire, c'est vraiment normal. Puis ce comité-là a permis aux gens d'accéder à nous de manière vraiment plus facile. C'est sûr qu'à certains égards, on a aussi pu être un punching bag. Là. Je vous cacherai pas qu'à certaines rencontres, c'était pas si drôle que ça, mais c'était quand même positif là, de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir avoir une relation là, où est-ce qu'on les sensibilise, puis on les éduque à certains enjeux que nous, on peut avoir parce que, comme dans les projets, comme tous les professionnels, on a un processus pour arriver à un résultat. Les gens ne comprennent pas toujours, ce processus-là. Donc, nous, on a pu leur expliquer. Ça a permis de mettre en relation là, toutes sortes d'intervenants, organismes de bassin versant, MRC, élus aussi. Donc, ça a été intéressant d'avoir accès à eux pour pouvoir leur parler des enjeux réglementaires qu'on a pu avoir parce que je pense qu'il y a certains aménagements qui auraient pu être faits si on avait eu plus de temps. Si on avait pu aller là en demande de CA au ministère, on aurait peut-être eu plus de possibilités, mais bon, ça a été compliqué. Puis notre comité nous a permis de faire un 180 degrés parce que pour nous, on n'avait pas le choix d'avoir une approbation là, écrite, là, notariée. Donc,
Puis si on n'avait pas eu accès aux gens pour leur faire passer, dans le fond, un nouveau projet, un projet 2.0, ben je pense qu'on n'aurait pas réussi là, à faire ça. Finalement, ben c'est ça. Il faut parler des constats moins positifs. Là, à certains égards, le comité citoyen a peut-être manqué sa marque. Là. On voulait vraiment faire que certaines personnes du comité puissent être des ambassadeurs dans le secteur pour aller là, changer un peu les mentalités par rapport à l'utilisation de la rive puis à la compréhension de la vie en rive. Je vous dirais que ça, je ne penserais pas que ce soit réalisé. Certaines personnes venaient plus avec un agenda personnel que pour participer aux décisions. Ça, bon, ça a été un petit peu compliqué. C'est sûr que je vous cacherai pas que le taux de participation était pas fou. Là. On a eu peut-être 4 citoyens sur plus d'une centaine là, qui auraient pu s'inscrire. Ben, en fait, on n'aurait pas eu un comité de 100 personnes. Là. C'est juste pour vous dire que le bassin était quand même grand versus le résultat qu'on a eu. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'on le referait 100%? Encore une fois, avec un partenariat avec notre organisme de bassin versant qui a été vraiment le catalyseur là, pour l'organisme, le comité citoyen, ça a été très bien. Avoir accès aux citoyens et que nos citoyens aient accès à nous, ça a été un game changer, là, pardonnez-moi l'anglicisme, par rapport à l'acceptabilité sociale de ce projet-là, qui était très spécial parce qu'on avait des plaintes depuis beaucoup d'années. Fait que les gens avaient beaucoup d'attentes en lien avec les travaux qui seraient réalisés puis les résultats. Donc, de ne pas juste faire de la consultation publique, là, vraiment d'impliquer les gens puis de savoir qu'ils ont eu une influence dans les résultats au final puis dans qu'est-ce qui a vraiment été réalisé. Moi, je pense que ça a été que bénéfique. Puis vraiment, là, pour nous, moi, le constat que j'en garde, c'est dans ce projet-là, l'acceptabilité sociale est passée par la compréhension des enjeux, d'avoir accès à des professionnels qui peuvent leur expliquer les tenants et aboutissants des solutions qui seraient appliquées chez eux. Ça a fait toute la différence parce que quand les gens ne comprennent pas, ils ont moins de chances de vouloir s'impliquer, ils ont plus de chances de penser en fait que tout ce qu'on fait, nous, c'est leur passer un projet dans la gorge puis that's it. Alors que dans ce cas-là, c'était pas ça du tout. Donc vraiment, là, d'avoir pas juste un aspect de hey, tout le monde, on va faire de la plantation. On a aussi des rencontres qui sont un peu plus techniques pour expliquer là, vraiment qu'est-ce que c'est là, le génie végétal. Je pense que ça a été vraiment là, un gros gain là, dans notre projet. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire. J'ai passé énormément là, de temps dans ce projet-là. Puis j'aurais pu en parler encore pendant plusieurs heures. Donc ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et voilà. Donc, merci Mathilde. C'était vraiment super intéressant là, de voir une situation concrète comme ça, puis de la participation citoyenne. On a des questions dans notre section des questions. Donc, on a des gens qui mentionnent, qui a une question pour Antoine. En fait, je ne sais pas si vous voulez ouvrir votre micro. Sinon, je peux lire votre question. Là. En fait, je vais la lire pour l'instant. Si vous voulez ouvrir votre micro, n'hésitez pas. Donc, les ingénieurs, pour Marc-Antoine, donc, les ingénieurs qui doivent signer les interventions d'enrochement en rive de cours d'eau pour la protection des structures sont très réticents. Est-ce que les alternatives d'ouvrage mixte, par exemple l'enrochement alterné de bandes végétales, sont viables avec les changements climatiques pour les épisodes de crues là, qui sont plus fréquents? Ben, mon opinion personnelle, la réponse est oui. Même pour des ouvrages qui sont pas mixtes. Au contraire, un ouvrage qui est vivant, qui intègre des végétaux, c'est d'autant plus résilient pour les changements climatiques. Si on parle en termes d'absorption, d'évapotranspiration, tout ça, c'est sûr que la composante érosion, puis là, ça dépend tellement du contexte. Tu sais, si tu as un élément, un bien civil, une route à protéger, bien évidemment qu'une technique mixte peut rassurer, peut donner une certaine garantie de non-érosion, d'un ralentissement du moins, là, tu sais, mais ça dépend vraiment de la perception aussi de l'ingénieur, tu sais, son opinion par rapport, puis son niveau de confiance envers la technique va beaucoup influencer sur le type de technique, tu sais. Fait que ça dépend de l'ingénieur en soi, tu sais. Au final, c'est des choix qui sont basés sur l'expérience, puis tout ça. Mais je pense que l'idée, si on a une volonté, si on veut au moins d'analyser l'option génie végétal, c'est de demander, en tant que donneur d'ouvrage, dire OK, oui, l'option est sur la table sur les techniques mixtes, mais pouvez-vous évaluer les techniques juste avec du génie végétal?
puis d'estimer Ouais. les coûts également, là, tu sais, comparer tout ça. C'est que leur difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de suivi de projets qui ont été réalisés comme ça par rapport à ici au Québec, nos conditions. Puis c'est souvent dans des situations justement d'infrastructure où il y a la culée de pont ou des très gros ponceaux. L'approche est vraiment d'aller avec l'enrochement, puis c'est difficile de sortir de ça. Puis dans le fond, c'est eux qui signent, donc c'est dur de leur demander de se mettre à risque en essayant des techniques qui n'ont pas nécessairement une littérature qui vient appuyer avec des données. Puis il y a tout l'aspect de timing aussi. Vous parliez tantôt là, qu'il faut avoir la bonne fenêtre pour faire les interventions, mais la météo est tellement changeante que même si on planifie la bonne fenêtre, quand l'entrepreneur arrive pour faire les travaux, ça se peut qu'il n'y ait pas la fenêtre météo ou la crue adaptée pour ça. Fait que c'est pas évident. Non, c'est sûr qu'il faut concilier avec beaucoup d'éléments. Jongler avec tout ça, c'est vraiment l'enjeu principal. Mais tu sais, je pense que dans la transition, parce que c'est comme un spectre, si on veut, là, entre le génie végétal puis l'enrochement conventionnel ou même le muret, là, on peut aller jusqu'au muret. Puis des fois, tu sais, si on veut, dans la littérature ou quoi que ce soit, ou même dans le niveau de confiance envers la technique, il y a peut-être moyen d'intégrer si on va vers une avenue d'enrochement, puis c'est ça le concept finalement, il y a peut-être un moyen justement d'intégrer une petite proportion de végétaux, de l'enrochement colmaté, végétalisé, tu sais, au Ouais. niveau de l'aspect structural, il va être encore présent, l'enrochement, il est omniprésent, mais si on vient colmater avec des végétaux ou végétaliser la portion haute de la rive, ben, Mhm. on intègre quand même des végétaux, tu sais, fait qu'il y a Ouais. moyen quand même d'aller avec des solutions qui apportent un peu plus de cohérence avec les milieux naturels, là. Puis je m'excuse, là, je monopolise un peu les questions, là, mais l'autre question qui me vient en tête, c'est que souvent le ministère veut pas qu'on ait planté en dessous de la ligne 2 ans. C'était souvent un commentaire là, de respecter ce niveau-là pour les interventions végétales. Mais clairement, pour le génie végétal, ça vaut la peine d'aller en dessous de la ligne 2 ans. Comme vous aviez une coupe là, qui montrait bien, là, puis moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, mais ça se peut que les mentalités changent aussi, puis ça dépend de l'analyste qu'on tombe dessus, là, j'imagine. Ouais, c'est comme un travail de convaincre, si on veut, l'analyste. De mon côté, Mhm. tu sais, j'implante mes ouvrages à la ligne inférieure des lieux, fait que vraiment à la basse ligne, puis à proximité de l'eau. Puis quand on explique, si on veut, la raison pour laquelle on vient implanter notre fascine à cet endroit-là, ben moi j'ai toujours eu une bonne réception, là. Il y a pas de, il y a vraiment pas de frein par rapport à ça de mon côté. Là, ça dépend, tu sais, de la nature, nécessairement de la nature du projet. Mhm. Euh, tu sais, on peut focuser sur un seul élément, dire, OK, ben, il y a peut-être des contraintes à implanter ou empiéter dans le milieu hydrique. Mais des fois, il y a d'autres facteurs atténuants qui viennent comme globaliser, si on veut, l'empreinte générale du projet. Par exemple, C'est ça. végétaliser la bande rétérienne sur le 10 mètres réglementaire. Tu sais, des Ouais, fois, ouais, les ouais. analystes vont essayer de balancer le pour et le contre puis faire un bilan final du Mm. projet. Ben là, tu sais, c'est plus acceptable quand on vient végétaliser, par OK. exemple. Le fait il y a ça aussi qui peut être un Mm. élément là, de facilitateur, disons, Mm. avec les Puis visiteurs. j'avais une dernière question aussi pour vous, c'était la force des glaces. Avez-vous des situations de génie végétal que dans le fond, ils sont capables de résister quand on a des cours d'eau assez larges puis qu'il y a une certaine vitesse là, des blocs à la débâcle, là? Fait que ça, c'est un des critères que souvent les ingénieurs vont être plus frileux à utiliser ces technologies-là. Ouais, les glaces, c'est vraiment, je pense, c'est comme l'ennemi des techniques de génie végétal. Il y a comme un, tu sais, puis ça rejoint un peu, si on veut, la notion évolutive du génie végétal, puis aussi la cohabitation, là, tu sais, les glaces, ils vont être là. Nécessairement. Dans certains milieux, comme les lacs, les poussées des glaces sont encore plus puissantes que dans les cours d'eau, où est-ce que le frottement est plus linéaire. Dans les lacs, c'est vraiment perpendiculaire à l'ouvrage, tu sais. Fait que là, dans des situations comme ça, on se questionne, tu sais, est-ce que la pertinence de la technique mixte est là, juste pour, tu sais,
au point d'inflexion où est-ce que la glace est la plus puissante, ben OK, oui, la pierre a sa pertinence. Mais c'est aussi de réfléchir, OK, y a-t-il des éléments dans mon génie végétal que je peux accepter qu'il n'y ait pas de reprise végétale nécessairement, tu sais, un tressage, quoi que ce soit, on se dit, OK, on met cet élément-là rigide à cet endroit-là, qu'on sait qu'il va y avoir des glaces, ça va pas repousser parce que ça va trop avoir de, de, de- de dégradation après les premières crues, mais après ça, tu sais, ça protège ce qui est plus haut. Fait qu'il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça, selon moi. Mais c'est sûr que tu sais, la composante suivie, puis revenir après, si c'est pas intégré dans la conception, puis se dire qu'on fait comme de la pierre, là, on implante notre génie végétal, puis on revient pas voir après ce qui s'est passé ou on vient pas faire des correctifs, ben là, c'est sûr que la technique est moins confiante, là. L'ingénieur, je comprends là, que lui, s'il arrête à la mise en œuvre, puis il se dit, moi, je veux garantir, mettons, un 15 ans de stabilité, ben, Mhm. il n'y a pas de Ouais, confiance en ça, là. Fait que c'est comme dans la conception, puis aussi dans la planification des étapes du projet, ben, dire, oui, ma conception en tant qu'ingénieur, voici le plan, mais voici, ça, c'est sous la garantie que vous allez faire un suivi, vous allez faire c'est un ça, entretien des l'entretien. ouvrages. Ouais, Ouais. ouais, entretien pas juste d'un an, mais qu'il y ait peut-être un entretien puis un retour même au-delà du 2 ans, là. Hmm. Ouais. OK. Merci. Si vous Vas-y. permettez, entendez-vous? Oui. Oui, si vous permettez, je peux peut-être faire quelques commentaires à cet effet-là. Le génie végétal existe très bien en dynamique des glaces là, pour en faire des projets depuis un peu plus de 30 ans, là. Moi, j'ai stabilisé 8200 mètres de rive au Québec. Et le principal enjeu, c'est, il y a des contraintes mécaniques, mais le principal enjeu, c'est la base. Vous voyez ici, là, il y a 14 personnes, puis il y a un seul ingénieur qui est autorisé à signer les plans. Fait que c'est le nœud du problème. Moi, ça fait 31 ans que j'en fais, je vous le dis. J'ai travaillé sur des interventions même majeures quand il y a eu le déluge du Saguenay en 1996. Et depuis, à plusieurs endroits, je forme des ingénieurs de la direction de l'hydraulique du ministère des Transports en génie végétal. Et le problème de fond, c'est qu'il n'y a personne au Québec qui est légalement autorisé à faire construire des ouvrages de stabilisation de rive et qui a une formation à la fois, pas juste en génie végétal, mais en géomorphologie pluviale, en écologie végétale. Il n'y en a pas. Alors, l'ingénieur, lui, ben, il faut qu'il travaille en collégialité avec d'autres. Et en général, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs à le faire. Moi, j'ai été assez chanceux. Si vous voulez que je vous résume en gros, là, en 95, 94, je voulais faire du génie végétal parce que ça faisait déjà 7-8 ans que je travaillais sur des écosystèmes riverains. J'ai pris un bottin papier à l'époque. J'ai dit, je vais communiquer avec toutes les firmes d'ingénieurs au Québec. Je vous assure que des ingénieurs qui font des aménagements de rivières, là, je ne parle pas de faire des calculs en hydraulique. Calculs en hydraulique, il y en a peut-être une centaine travaillant en rivière, mais qui font des aménagements de rivières diverses, construire des seuils, des enrochements, peu importe ce que c'est. Il n'y en avait pas 5, ça ne tenait même pas sur les doigts de la main, et je ne suis pas certain qu'il y en ait plus aujourd'hui. Pour, si on veut vraiment que se généralise la pratique, on n'a pas le choix. Il faut d'abord qu'on mette en œuvre un programme de formation en aménagement fluvial. Et tant qu'on n'aura pas ça, le génie végétal va vivoter et les gens vont se poser toutes sortes de questions qui sont distrayantes, qui ne sont pas toujours pertinentes. Monsieur Maxime Tisserand est venu dans mon bureau il y a 12 ans, 15 ans, puis il faisait un doctorat, puis il s'interrogeait sur est-ce que le génie végétal est un obstacle à la biodiversité? Je dis, ben, voyons là, c'est hors propos. Ben non. Ben non. Je dis, vous gaspillez votre temps, Monsieur Tisserand. Ben, il dit, ben, j'aimerais voir vos projets de génie végétal. Je vais les visiter, mais je veux faire le suivi. Moi, j'en avais déjà fait des suivis. Je dis, c'est parfait. J'avais-vous un budget? J'ai pas d'argent. Je dis, oui, mais vous venez dans mon bureau comme professionnel, puis vous voulez avoir des services professionnels gratuitement. Pensez-vous que ça fonctionnerait chez le dentiste, chez le médecin? Fait que, tu sais, il faut comprendre que tous ces gens-là sont des professionnels, ils ont des assurances erreurs ou omission, j'en ai, puis il y a des frais, puis il y a des responsabilités professionnelles qui sont associées à tout ça. Et si l'ingénieur a une poursuite, ben, c'est bien une valeur, mais en moyenne, l'Ordre des ingénieurs nous démontre que ça coûte 6 mois d'honoraires perdus, une seule réclamation d'assurance. Donc, on vient de perdre peut-être 100 000 en honoraires. Fait qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens travaillent gratuitement. De toute façon, il n'y a pas le droit. De façon générale,
Ça prend un contrat qui le supporte. Fait que ça, c'est le principal contrainte. On n'a personne qui est formé pour faire ça. La deuxième contrainte, c'est donner des contrôles plus bas soumissionnaires. Il faut comprendre que moi, si je ne réussis pas à convaincre le client de faire une surveillance avec résidence, ça veut dire qu'on est là tout le temps pendant le projet. Moi, je ne fais pas le projet. Fait que c'est sûr que c'est une firme d'ingénieurs. C'est pour ça que les projets fonctionnent. Je pourrais vous montrer des photos si vous voulez faire une formation. J'en ai, on pourrait en parler toute la journée. Mais c'est essentiel de faire ça. Fait que si une firme d'ingénieurs fait une surveillance partielle, puis ils garde un petit montant de 10 000 en surveillance, moi, ça m'en prend 25, ben, c'est sûr que je n'ai pas de contrat, tu sais. Fait que, ben là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met de la pierre, puis il faut comprendre que si on met 10 000 tonnes de pierre en bordure d'une rivière, quand même, si on en perdrait 3 tonnes, ben, il en reste 9 997. Mais en génie végétal, si l'eau rentre en dessous d'un géodextile biodégradable, c'est fini, le projet il est détruit. Puis là, il y a une réclamation d'assurance, puis là, il est poursuivi. Fait que moi, j'ai aucun problème. Il n'y en a pas de problème d'acceptabilité sociale du génie végétal. Moi, je ne connais pas ça. Les problèmes de citoyens qui ne veulent pas perdre la vue, c'est sur un terrain privé. Mais en général, lorsqu'on protège une route, une infrastructure, ce n'est pas un enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que ça va résister mécaniquement ou non? Est-ce qu'un ingénieur va être assez cow-boy pour signer les plans dans une discipline qui n'est pas la sienne, finalement? C'est ça le principal enjeu, puis il faut l'adresser. Puis tant qu'on n'aura pas réglé ça, ben, on va un petit peu vivoter, mais ça fonctionne très bien, génie végétal. Et ceux qui se demandent comment j'ai développé ça, ben, je l'ai développé, moi, de façon autodidacte. J'ai investi du temps, de l'argent, peut-être 150, 200 000 de ma poche pour développer l'expertise. Il y a des années que je n'ai pas payé d'impôts, puis je travaille à temps plein. Puis là, ça rapporte, évidemment, l'expertise est reconnue, mais ça reste excessivement difficile. Fait que moi, quand il y a un appel d'offres public, moi, je regarde pas ça. Je ne vais pas sur SCAO. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne sert à rien que je fasse une offre de service. On n'aura pas le projet. Fait que, puis il n'y a pas d'ingénieur qui va embarquer. Fait qu'il faut vraiment investir l'argent. Moi, j'ai monté un programme. Le ministère des Transports voulait qu'on présente des normes sur l'application du génie végétal. J'ai dit, c'est une excellente idée, mais vous êtes 30 ans trop tôt. Il faudrait d'abord qu'on fasse un projet de recherche, qu'on le teste, qu'on l'applique, qu'on le vérifie à partir des projets existants, des nouveaux projets. Donc, ça veut dire que si on fait une stabilisation juste pour tester quelque chose, puis il y a 150, 200 000 de travaux, 100 000 d'honoraires, ben, ça prend des sous. Moi, je leur ai proposé 1 million par année indexé sur 20 ans. Dans 20 ans, on va commencer à avoir des réponses parce que les projets qui sont faits en Europe, ils ne sont pas vraiment applicables ici. Donc, Et la c'est. plupart donnent un suivi sur une seule année. Alors que le génie végétal, lui, il est performant après une année, après plusieurs années. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Si ça vous intéresse, moi, je peux continuer de faire des présentations sur le sujet. Mais le fait qu'il y ait un seul ingénieur ici qui participe à l'activité montre qu'on a des problèmes. C'est très intéressant. Effectivement, la période de questions, on va avoir déjà fait le tour, malheureusement. Euh, Si on avait peut-être des points à discuter, on pourrait peut-être les garder pour les sous-groupes là, pour la suite.